bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être parmi nous pour accueillir comme il se doit Didier Giraud, que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Je vous demanderai juste, comme c'est une petite salle, pour les téléphones portables, de les mettre en mode silencieux. Si possible, merci. Donc je vais laisser la parole à Didier pour qu'il puisse se présenter à vous. Merci et je vous souhaite une bonne conférence. Alors merci Florinette et Thierry pour votre invitation, pour commencer. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Je parcours un peu la France depuis 2011. Je donne des conférences sur divers sujets. Tous mes thèmes de conférences sont basés uniquement sur mon expérience personnelle, tout ce que j'ai appris dans tout mon cheminement spirituel et les enseignements que j'ai reçus de mes guides. Ce n'est pas tiré de livres, je ne suis pas allé écouter quelqu'un, je n'ai pas lu, je n'ai pas regardé des émissions. Tout est basé sur uniquement mon expérience. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'avoir de notes. Tout ce que l'on vit, en fait, tout est inscrit dans le cœur. Je peux oublier des choses, mais quand je commence à retracer un peu mon parcours, les choses me viennent naturellement. Les souvenirs reviennent, puisque c'est du vécu. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts de mémorisation. C'est en quelque sorte un témoignage vivant. J'aurais jamais pensé plus jeune que je serais un jour amené à faire des conférences en salle avec des personnes qui viendraient m'écouter. J'ai toujours eu tendance à me dire je suis mon parcours, mais je suis comme tout le monde, et puis ni dessus, ni en dessous. Je ne vois pas pourquoi les gens viendraient écouter ce que je pourrais être amené à découvrir et à témoigner, mais je ne savais pas tout ce que je serais amené à découvrir. Et j'ai une expérience qui est très très riche, qui n'est pas encore terminée, et j'espère qu'elle ne se terminera pas, parce que c'est une source d'émerveillement constante. Alors, pour la présentation, donc je m'appelle Didier Giraud, je viens de la région parisienne à la base. J'ai quitté la région parisienne en 2006, où je me suis installé dans la région de Bordeaux, où je travaille à mon compte en tant que voyant médium, et je me qualifierais de médium empathe. Il y a une différence entre être empathe et avoir de l'empathie. Vous pouvez avoir de l'empathie pour des personnes que vous appréciez. En fait, c'est un lien énergétique qui se crée, et dans ce lien énergétique, vous êtes capable de ressentir la pensée, les émotions, l'état d'esprit, l'humeur de la personne que vous appréciez. Quand on est en colère avec cette personne, on a tendance à se fermer. Et puis quand de nouveau tout va bien, on s'ouvre. Ça, c'est avoir de l'empathie. Être empathe. Il n'y a pas d'interrupteur. C'est ouvert en permanence. On est des éponges. Et là, il faut être très très prudent et très vigilant au relationnel. On peut être vite déstabilisé, intoxiqué, pollué par des personnes qui ont une énergie très lourde. Si vous me mettez à côté de quelqu'un de dépressif, il me faut 10 minutes et j'ai envie de me pendre. Je perds tout espoir. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Quelqu'un qui est dans la colère, qui n'arrête pas de critiquer, de juger, de condamner, qui est excessif, je vais être énervé, je vais stresser, je vais devenir comme lui. Je n'ai pas de contrôle dessus. Il faut arriver à prendre de la distance, à se protéger. Il y a ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ce sont des personnes qui parlent que d'elles, de leurs soucis, de tout ce qui leur passe dans la vie, etc. Et en fait, elles vous vampirisent énergétiquement. Ça, c'est ce qu'il y a de pire pour un empathe. Donc je dois être très très vigilant vis-à-vis des personnes que je côtoie. Raison pour laquelle je ne prends pas beaucoup de consultations. Mes confrères, mes consoeurs vont prendre 10 consultations par jour. Je me contente de 10 consultations par semaine. Et là, cette semaine, j'en ai eu 13. Ça veut dire que la semaine prochaine, il va falloir que je me repose un petit peu plus pour retrouver mon énergie. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez eu une journée de travail, vous avez couru à droite à gauche, vous avez beaucoup stressé, vous avez beaucoup transpiré. Le soir, quand vous rentrez, une bonne douche, et tout va bien. Bon, sur le plan énergétique, une bonne douche, ça ne suffit pas. Il faut une bonne douche énergétique. Et la
touche énergétique va s'accompagner d'un petit rituel. Ça peut être de la méditation, ça peut être la manière de penser, faire le point sur ce qui ne va pas, pour mettre de côté ce qui ne nous appartient pas, etc. Enfin voilà, il y a un travail de recentrage à faire. Je n'ai pas de méthodologie particulière, c'est simplement au jour le jour et au coup par coup. Ça va dépendre de ce que je ressens sur le moment. Voilà. Donc je me qualifie de médium empathe. Je n'entends pas, je ne suis pas clairaudient, je ne vois pas, je ne suis pas clairvoyant. Tout est basé vraiment sur le ressenti. Le ressenti, ça se situe entre le plexus et le cœur. C'est là que je perçois les choses. Quand je perçois une bonne nouvelle, c'est comme si quelque chose s'ouvrait en grand, comme si je pouvais respirer et oh là là, il va se passer un truc génial. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais que ça va être génial. Et j'ai la joie. Je suis déjà réjoui de ce qui va arriver. Et après, je suis toujours à l'écoute et je laisse venir. Et j'arrive à percevoir dans quel domaine ça va m'impacter. Est-ce que c'est sur le plan familial? Est-ce que ça concerne les enfants, les parents, les frères et sœurs? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est sur le plan professionnel, sentimental, financier? Voilà, et après j'arrive à percevoir et je peux être amené à dire ça va concerner tel aspect dans à peu près tant de temps, je sais pas quoi, mais c'est génial. Je me réjouis d'avance, ça m'a jamais trompé. À l'inverse, quand je perçois quelque chose de négatif qui va m'atteindre, me toucher, là c'est comme si je me prenais un uppercut au niveau du plexus. Là c'est et je ne peux plus respirer. Et là je me dis, oh là là, il va se passer un truc. Et j'angoisse. Tout peut bien se passer dans ma vie. J'ai simplement le simple fait d'avoir l'information qui va m'arriver quelque chose de négatif. Ça y est, j'ai plus l'entrain, je suis déjà inquiet. Je suis toujours en décalage par rapport à la réalité. Je suis toujours en anticipation. Pour mes proches, c'est dur à vivre. Tout va bien, je suis le seul qui fait la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il va se passer un truc. Mais quoi, grave? Je ne sais pas, mais et voilà, je suis en panique. À l'inverse, la situation peut être catastrophique, et moi je vais être je vais avoir de l'entrain, je vais être tout joyeux, les gens, voilà, c'est limite, quand est-ce qu'on interne à l'asile? Je suis en décalage constant. À l'école, très souvent, c'était, on ne sait pas où étudier. Manque de concentration, manque d'attention. C'est le seul retour négatif que j'ai eu sur tous mes bulletins scolaires. Voilà. Manque d'attention, pas assez attentif. Ce que je captais était beaucoup plus intéressant que ce que la maîtresse pouvait raconter. Beaucoup plus. Et en même temps, je savais que tout ce que j'apprenais ne me serait d'aucune utilité dans ma vie plus tard. Et effectivement, je suis médium. À l'école, théorème de Pythagore, qui peut me réciter le théorème de Pythagore? Qui? On l'a tous étudié. Hein. Madame? Non, vous n'avez pas levé la main? Il y a mon dealer là-bas qui lève la main. C'est fabuleux. Je dis mon dealer parce qu'un jour on s'était vu, et puis dans une autre association, il m'a proposé un jus de goyave, et je lui dis ouais, j'adore ça. Il me dit je vais t'en chercher. Et puis il est revenu les mains vides, et je lui dis tu seras un très mauvais dealer. On ne s'est pas revu depuis. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se revoit. Il m'a apporté du jus de goyave. Mon dealer a refait ses stocks. Voilà. Pour la petite anecdote, je ne bois pas et je ne fume pas. Je ne suis pas un saint, je vous rassure, hein. J'ai plein de défauts. Mais tout petit, j'ai toujours affirmé que je ne boirais jamais de ma vie et que je ne fumerais jamais. Je le savais. C'est pas pour faire le prétentieux, c'était pas pour vanter, c'était pas pour me considérer au-dessus des autres. C'était une vérité, une conviction intérieure. Je savais que je ne boirais jamais, que je ne fumerais jamais. Ça ne m'a jamais tenté. Voilà. Le vin, je ne connais pas le goût, le whisky, le rhum. Le rhum, si, allez, on en met dans les crêpes, mais après, c'est pas de l'alcool, c'est de la saveur. Mais bon, tous les alcools, je ne connais pas. Pour la petite anecdote. Donc voilà pourquoi le jus de goyave. Alors, donc je me suis installé dans la région de Bordeaux en en 2006. Et je travaille à mon compte depuis 2006, donc ça fait maintenant 18 ans que je suis voyant médium à titre professionnel, que j'en ai fait une vocation. Je l'ai toujours été depuis tout petit. Tout petit, je captais, je recevais des informations. Mais petit, je ne me considérais pas différent des autres. Moi, pour moi, j'étais comme tout le monde et tout le monde était comme moi. Donc quand je captais quelque chose,
j'étais persuadé que tout le monde avait capté aussi. Si on est tous les deux en train de regarder la télé, les infos, Trump a été réélu. Tu sais pas, Trump a été réélu. Vous allez dire ça à la personne qui regarde la télé avec vous? Elle est en train de regarder la télé avec vous, elle entend les mêmes infos que vous. Vous n'allez pas parler de choses quand vous savez que la personne a entendu. Et bien, moi, quand je captais quelque chose, j'étais tellement persuadé que tout le monde l'avait capté, je n'allais pas dire « Ah, t'as vu, la sortie, elle va être annulée ?» Non, je n'en parlais pas. Pour moi, ça ne sert à rien de parler de quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Par contre, une semaine après, quand un élève vient me voir et qui me dit « Ils t'ont préparé quoi pour le pique-nique tes parents ?» Pique-nique? Il y a un pique-nique? Quand? Je n'étais pas au courant, moi. Le camarade me dit pour la sortie. Hein? Mais quelle sortie? Moi, pour moi, il m'avait été annulée, donc il ne peut pas parler de celle-là. Il parle forcément d'une autre, mais je ne suis pas au courant. Donc je lui dis, mais quelle sortie? Il me dit, sortie de Fontainebleau. Je dis, mais t'as annulé celle-là. Il m'a regardé, il fait, pourquoi elle sera annulée? Et moi, je ne savais pas pourquoi. Je disais, tu sais. Moi, j'avais capté. Donc, comme j'avais capté que je pensais que tout le monde avait capté, je dis, tu sais. Et je montrais son plexus. Je dis, tu sais. Manière de dire, tu l'as bien capté, toi aussi. Et lui, il m'a regardé, il me fait, non, mais sérieusement, ils t'ont préparé quoi, tes parents? Et moi, j'étais là, mais fiche de moi ou quoi? Ou alors, c'était la sortie qui a annulée, elle a été remplacée par une autre, au même endroit, le même jour. Enfin, moi, ça me faisait des nœuds dans la tête, je ne comprenais pas. Donc, j'étais en panique. Et quand, le pire, c'est que ma mère, elle arrive le soir, tu veux quoi pour ton pique-nique demain? Mais elle aussi, mais ils se sont donné le mot ou quoi? C'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Et je disais, mais rien, je vais rentrer me manger à la maison. Mais non, il y a ta sortie demain. Mais maman, mais non. Comment ça, mais non? Mais moi, je ne savais plus quoi dire. Il y avait une majorité qui allait à l'encontre de moi. Alors moi, j'arrivais le jeudi matin, on attendait sur le trottoir que le car arrive, et tous les parents et les élèves étaient là, et je ne comprenais pas. Et moi, j'étais, mais alors pourquoi j'ai capté ça? Pourquoi c'est venu? On me raconte des bêtises, faut pas que j'y croie, c'est des conneries, tout ça. Mais alors, je dois croire en quoi? Et quand est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que c'est pas vrai? Vous imaginez les deux que je me faisais dans la tête? Il faut une demi-heure d'attente, c'était pas normal. Il y a une institutrice qui rentre, qui prend le téléphone, et puis qui appelle la mairie. Il n'y a aucun car, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en retard, et à la mairie, il y a grève de chauffeurs de car depuis ce matin. Donc il n'y a aucun car. La maîtresse est revenue sur le trottoir, puis elle a dit devant tout le monde, écoutez, je suis désolé, il y a une grève des chauffeurs de car, donc la sortie est annulée. Et moi, c'était, voilà! Donc j'avais raison! Et tout le monde était dépité, tout le monde était triste. Je dis, comment ils peuvent être tristes? Puisqu'ils savaient. Vous voyez? Ça, c'était ma réalité de tous les jours quand j'étais gamin. Donc quand la maîtresse, elle disait des choses, vous donnerez bien le papier à faire signer à vos parents pour la sortie, il faut surtout qu'ils vous prévoient un pique-nique. Mais moi, elle me dit ça, je savais déjà que la sortie était annulée, donc faire signer le papier ou ne pas faire signer, ça ne changeait rien. Donc j'écoutais pas. J'écoute, j'ai une autre écoute. J'ai une écoute d'ailleurs. Voilà comment je fonctionne depuis que je suis tout petit. J'ai une vie où j'ai fait des études, comme tout le monde. Et puis en 2006, j'ai quitté Paris, j'étais licencié du poste que j'avais avant, conformément au message que j'avais reçu de mes guides, qui m'avaient préalablement fait savoir qu'il était venu le temps pour moi de réaliser ce pourquoi je m'étais incarné, et que pour ce faire, ils allaient devoir prendre les choses en main et détruire tout ce que j'avais construit. Je vous garantis que quand l'univers fait le ménage, il fait le ménage. Il ne fait pas qu'à moitié. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poussière, mais il n'y a même plus de tapis. Ils ont fait le ménage. J'avais plus rien. J'ai ouvert mon site internet. Et là, les miracles se sont produits. J'ai tout perdu, ils m'ont tout redonné. Pas dans la même configuration, mais très rapidement. Donc j'ai ouvert mon site en octobre 2006. Seulement un mois après, je recevais un mail d'un site qui s'intitule guidedelavoyance.com. Rien à voir avec la revue. Il y a une revue qui s'appelle guidedelavoyance.com qui référencie des médiums, etc. Là, c'est un site internet, guidedelavoyance.com, et ils m'envoient un mail pour me faire savoir qu'ils m'ont référencé dans leur annuaire de médium.
Moi, quand je reçois ce mail, c'est qui eux? Je ne les connais pas. Et comment ils peuvent savoir que je suis médium? Je viens à peine d'ouvrir mon site, je ne suis encore même pas déclaré. Je n'ai pas de numéro de SIRET. J'apparais dans aucune base de données. Comment ils peuvent me référencer? Vous imaginez? J'ai bossé dans l'informatique. Il faut des mots-clés, il faut... je viens à peine d'ouvrir mon site, donc je ne suis pas référencé, je n'existe pas pour Google. Ils m'ont référencé dans leur annuaire de voyance. Moi, je travaille en toute transparence. Je leur ai dit que j'étais honoré de cette information-là, mais qu'ils prenaient un risque et qu'il serait peut-être plus prudent pour eux de me tester avant de me référencer, afin de savoir si j'étais à la hauteur de pouvoir apparaître dans un annuaire de voyants médium. Et moi, je commençais à peine, j'étais un bébé à ce moment-là, je faisais mes premiers pas. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que des gens peuvent attendre? J'en sais rien, je commence à peine. Ils m'ont simplement répondu, nous procéderons à des tests discrets. Donc, je récapitule. Octobre 2006, j'ouvre mon site. Novembre 2006, je suis référencé dans un annuaire de voyants médium. Comment c'est arrivé? J'en sais rien, mais l'univers est incroyable pour ça. Décembre 2006, je déménage. J'ai une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone que je communique au guide de la voyance, parce qu'eux, ils avaient l'ancienne adresse et l'ancien numéro de téléphone. Je leur communique. Une semaine après, je vais vérifier qu'ils aient bien mis à jour les informations que je leur ai communiquées. Et à ce moment-là, je vois devant, en encadré, il y a mon nom, mon prénom, Didier Giraud, mais il y a des petits cœurs qui clignotent de chaque côté. Alors pour moi, je suis bête et méchant, hein. Des petits cœurs, c'est à Saint-Valentin. Ils sont amoureux ou quoi? Pourquoi des petits cœurs? Pourquoi moi j'ai des petits cœurs? Pourquoi les autres ils n'ont pas? En fait, il y avait un encart explicatif sur le côté qui informait les internautes que tous les professionnels avec le logo petit cœur avaient été testés à leur insu et que s'ils attribuaient le logo petit cœur, c'est qu'ils considéraient que le professionnel avait un réel don. J'ai beau être médium, le client mystère, je ne l'ai pas vu. Et non, en tant que médium, on ne peut pas tout savoir. Sinon, j'aurais joué au loto 50 fois, même pas, une fois aurait suffi. Hein. J'aurais gagné peut-être 15 millions d'euros et je ne serais pas devant vous aujourd'hui, je serais sur mon île que j'aurais acheté, voilà, dans le luxe, l'opulence. Mais est-ce que ça aurait été une vie riche? Non. Je préfère largement la richesse spirituelle dans laquelle je baigne tous les jours, plutôt que la richesse financière. Moi, tous les jours, je suis émerveillé, tous les jours, je suis dans la gratitude, tous les jours, j'ai les larmes aux yeux, tellement je suis ému. J'ai des retours qui sont incroyables. Quand je suis en consultation, je suis inspiré, je capte, je délivre les messages, le mental n'est pas là. La personne repart, le mental reprend sa place, il analyse ce que j'ai dit, et là il me dit, tu te rends compte que tu as dit ça, et ça va arriver comment? Et là je commence à douter, je fais, oh, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais comment ça peut arriver? Mais c'est pas possible dans cette configuration-là. Je flippe. Mais j'ai que des retours positifs. Et à chaque fois c'est, oh, merci, 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 ils m'ont jamais abandonné. J'ai d'incroyables retours. Moi, je suis que le porte-parole. C'est eux qui sont extraordinaires, c'est pas moi. Moi, je suis un perroquet. Je répète. C'est un petit peu comme si j'étais un élève en classe, j'ai 20 sur 20, on me félicite constamment. Mais personne ne sait que j'ai copié sur mon ami invisible. C'est pas moi qui ai étudié. Les informations ne viennent pas de moi. On me communique les informations. On me donne des clés. On va au-delà de simplement m'apporter une réponse. On m'expose une problématique et on m'explique le pourquoi cette problématique existe. Quelqu'un qui veut déménager, par exemple, qui n'arrive pas à déménager, on peut être amené à me dire pourquoi la personne elle est bloquée. Est-ce qu'il faut qu'elle mette en œuvre et que c'est dans son intérêt si elle ne bouge pas maintenant? Mais une fois que la personne, elle peut être insatisfaite de la réponse, elle doit absolument déménager, mais elle ne peut toujours pas déménager. Mais quand elle comprend le pourquoi, là, elle voit que c'est dans son intérêt. Et c'est plus facile d'accepter une réponse qui ne nous satisfait pas quand on comprend tout ce qui se joue, plutôt que uniquement « non, vous ne déménagerez pas ». Alors là, on est frustré, on n'est pas content. Mais quand on a l'explication, c'est génial. Là, dans tout ce que je viens de vous présenter, en fait, le thème de la conférence d'aujourd'hui, la philosophie du cœur. Je parle avec mon cœur. Je suis comme un enfant.
Je suis spontané. Je ne réfléchis pas. Je ne passe pas par le mental. Je ne rationalise pas. Je ne dis pas que je le fais constamment, hein. Mais dans toutes mes consultations, dès que je suis avec quelqu'un, dès que je capte, là, je suis que dans le cœur. Je capte avec le cœur. Voilà pourquoi je suis un médium empathe. Alors, il y a des fois, c'est frustrant. J'aimerais bien entendre. Parce que quand on me donne un mot, mais que je ne connais pas, j'ai du mal à le comprendre, le mot, puisque je ne l'entends pas. Donc, il y a des fois, ça ressemble à ça. Je peine à le trouver. Je serai clairaudient, je l'entendrai, je le répéterai. Mais je ne serai pas dans le ressenti. Et moi, le ressenti est très très riche d'informations. Il me fait comprendre. Je peux vous décrire quelqu'un que vous allez rencontrer. L'attitude qu'il va avoir. Je ne pourrais pas vous le décrire physiquement. Enfin, c'est déjà arrivé, mais ce n'est pas systématique. Par contre, je peux vous décrire comment il est, au niveau de sa personnalité. Il m'est déjà arrivé de décrire à des femmes l'enfant à venir, de donner le sexe, mais également la personnalité de leur enfant. Ses particularités. Là encore, c'est merveilleux, j'ai que des retours positifs. Sauf une fois, j'étais aux Antilles de Jonzac avec ma femme, et j'entends derrière moi « Oh, monsieur Giraud !» Je me retourne, c'était une cliente. Oui, on ne se connaît pas comme ça. Là, j'étais en maillot de bain. Bon, et elle me montre un enfant, elle me fait « Regardez !» et elle me le tend. Je dis, il n'est pas de moi. Regardez, non, je suis pas. Non, je suis pas Joseph, vous n'êtes pas la Vierge Marie. Enfin, moi, sur le coup, ça m'a surpris. Elle me dit, vous vous rappelez pas Non, parce que j'ai jamais souvenir de mes consultations. Elle me dit, ah, pardon, mais vous m'aviez dit que j'allais être enceinte d'un petit garçon, et vous m'avez même décrit sa personnalité, comment il serait, l'accouchement, comment il se déroulerait, etc. Tout s'est déroulé exactement comme vous l'avez dit, et exactement comme vous l'avez dit. Par contre, elle m'a dit, ça m'a un peu gâché la joie de le découvrir. Parce qu'à chaque fois que j'étais émerveillé de ce qu'il faisait, à chaque fois je me rappelais et je me disais, ah bah oui, mais Didier Giraud l'avait dit. Et du coup, ça me donne le sentiment que vous l'avez connu avant moi. C'est le seul... Alors, elle n'était pas peinée, mais il y avait une petite pointe au cœur. Voilà. J'aurais tendance à dire, c'est le seul retour négatif que j'ai eu. Parce que ça avait gâché un petit peu le plaisir de cette maman. Et puis après, elle me dit, et puis regardez, et elle me montre une bague au doigt. Je dis oui. Elle me dit, vous vous rappelez toujours pas ? Non. Elle me dit, vous m'aviez annoncé un mariage. Or, je vous avais dit, c'est pas possible, il est anti-mariage. Vous avez raison, il m'a demandé en mariage. On s'est mariés l'année dernière. Si vous saviez le nombre de fois où j'annonce des choses, les gens me disent, ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Même moi, mentalement, mon mental me dit, je suis désolé, je vais être grossier, mais je parle avec le cœur, je suis naturel. Mon mental, quand je vais dire quelque chose qui est improbable à réaliser, mon mental arrive et me dit, ta gueule, dis pas ça. Tu prends un risque énorme là, tu vas te prendre un retour négatif, mais ferme ta gueule. Mais j'ai pas le temps, trop tard, c'est spontané, c'est parti. Voilà, j'ai dit la chose. Et après, moi je tremble, je suis mort de trouille. Mais les miracles s'accomplissent. C'est incroyable. Je ne suis pas extraordinaire. Non. Par contre, j'ai la chance de vivre et de côtoyer l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est eux, là-haut, dans l'invisible. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas combien ils sont. Je sais qu'ils sont merveilleux. Pourquoi je le sais ? Parce que je suis dans le cœur. Si vous êtes dans le cœur, il va vous arriver des miracles tout au long de votre vie. Un enfant, il est dans le cœur, il est spontané, il est insouciant. Un enfant, il avance dans le vide, dans le néant, et le chemin se crée. C'est comme s'il n'y avait pas de chemin, il saute dans le vide, enfin il n'a même pas besoin de sauter dans le vide, il marche, et le chemin se construit au fur et à mesure. Combien de fois vos enfants vous ont fait peur ? Combien de fois ils vous ont étonné d'avoir réussi à se réaliser ? Et combien de fois vous leur avez dit, oui, tu as eu de la chance, je ne sais pas comment tu as fait, mais là tu peux dire merci au bon Dieu. Hein, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse y arriver. Et s'il avait toutes les chances d'y arriver, parce que justement il était dans le cœur, dans cette insouciance, dans cette confiance aveugle. On a tendance à dire à nos enfants, mais tu idéalises, tu n'as pas conscience de la réalité du monde, tu es tout jeune, tu n'as pas d'expérience. Tant mieux. Tant mieux de ne pas avoir d'expérience. Comme ça, ils ne sont pas formatés. Et c'est comme ça qu'ils accomplissent des miracles.
Et à chaque fois que je suis dans le cœur, j'accomplis des miracles. Quand je suis en consultation, les miracles s'accomplissent. Quand je fais des soins énergétiques, les miracles s'accomplissent. Quelqu'un qui vient pour un soin énergétique, je ne veux pas qu'il me dise pourquoi il vient. Je ne veux pas savoir ce qu'il a comme problème, où il a mal. Je fais mon soin. Je travaille sur chaque chakra, donc sur tout le corps énergétique, des informations me viennent. Et après, je vais faire des briefings. Je dis, le soin travaillé sur ça, ça peut être sur l'ordre, le plan émotionnel, sur le plan psychologique, ça peut être une problématique actuelle, passée, une problématique d'un projet qui ne veut pas se réaliser. À chaque fois, ça fait mouche. Constamment. Et même dans mes consultations, vous venez, vous ne parlez pas. Vous vous taisez, c'est moi qui parle, c'est moi qui vous raconte votre vie. En fait, je ne supporte pas les charlatans. Et je ne veux pas être assimilé à eux. Donc, pour ne pas être assimilé à eux, je fais tout l'inverse de ce qu'ils font. Un charlatan, vous allez vous installer, il va vous dire, alors, en quoi puis-je vous aider? Quelle est votre problématique? Bon, bah voilà, alors, mon mari... top. Moi, je vois que ça se passe mal en ce moment. Un peu facile, hein? Voilà. Vous allez poser une question, est-ce qu'il va revenir? Alors moi, on me dit qu'il y a une séparation, là, toute récente, c'est compliqué, hein? Si la personne, elle demande s'il va revenir, c'est qu'elle regrette, et oui, c'est compliqué pour elle. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un, est-ce qu'il va revenir? Je regarde, oui, il va revenir, j'ai jamais eu quelqu'un qui me dit, oh, fais chier, merde. C'est jamais arrivé, hein. Si la personne vous demande s'il va revenir, c'est qu'elle espère qu'il va revenir. Voilà. Donc, mais ça, les charlatans, ils sont très doués pour ça. Vous racontez un tout petit peu, et eux, ils arrivent à broder tout autour et à vous décrire la situation telle qu'elle est. Moi, vous ne me parlez pas. Vous dites absolument rien. Je vous parle de votre passé, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, sur le plan relationnel, le travail que vous effectuez. Ça m'est encore arrivé hier. Hier, j'ai dit à quelqu'un, j'ai fait une émission hier soir, Luminam, une vidéo web sur une chaîne YouTube. On l'a fait en direct. Il y avait 4 personnes qui m'ont posé des questions. Il y en a une, elle commence à parler. Je lui dis, attendez, stop, je vous arrête, mais moi, je vais d'abord vous dire ce que je capte pour vous. Et je lui dis, vous êtes dans l'accompagnement, vous travaillez dans le médical? Elle m'a dit oui. Voilà. Elle baignait dans des énergies où elle aime s'occuper des gens. Elle aime être là pour eux, et j'avais le côté médical. Elle aurait pu le faire, elle aurait pu faire du droit, et puis être là pour défendre les intérêts de victimes. Mais non, j'avais le côté médical. Il ne faut pas me parler. Si vous avez affaire à un véritable médium, vous ne parlez pas. Vous venez, vous écoutez. Et là, le charlatan, il va perdre tous ses moyens. Mais au moins, vous ne perdrez pas d'argent. Et si vous avez affaire à un médium, il va tout vous raconter. Et vous repartirez, et ça sera un beau cadeau. Non seulement pour vous, mais pour le médium. Alors, tout ça, il faut être dans le cœur. Je fais des conférences depuis 2011. Donc je suis installé à mon compte depuis 2006 et je fais des conférences depuis 2011. J'ai tout un tas de sujets de conférences. Je pense avoir fait le tour de mes conférences et un lundi matin, j'étais dans la salle de bain en train de me raser. Et là, j'ai le titre qui me vient, la philosophie du cœur. Je comprends que mes guides veulent que j'anime une conférence sur la philosophie du cœur. J'ai que le titre, hein. J'ai pas les titres des chapitres, j'ai pas le contenu, j'ai rien du tout. C'est pas grave. Je suis pas quelqu'un de méthodique, d'intellectuel. Moi, je suis un inspiré. Je suis comme un artiste. Ça vient. Voilà. Donc, j'écoute ce qui vient et puis je retranscris. Donc, j'ai pas besoin de savoir longtemps à l'avance de quoi je vais parler, pour peu qu'au moment où j'en parle, je sois inspiré. C'est mon mode de fonctionnement. Ça passe par le chakra coronal, qui est le chakra qui nous permet d'être en communion avec l'univers, avec le plan spirituel. Et le chakra coronal est utilisé par les médiums et les créatifs, des artistes. Il y a des artistes de cinéma, des comédiens, qui vont jouer un rôle et qui vont dire « je me suis senti investi dans ce rôle-là. C'était pas moi qui jouais. J'avais l'impression véritablement d'être la personne. » C'est passé par le chakra coronal. Tous les créatifs utilisent cette connexion. À l'école, on a développé votre créativité? Non. On a développé votre esprit analytique, synthétique. On apprend
et on répète. On apprend et on répète. À aucun moment donné, vous avez eu des cours de méditation, vous n'avez pas eu de cours d'empathie, vous n'avez pas eu de cours de télépathie, vous n'avez pas eu de cours de ressenti, vous n'avez pas eu de cours d'intuition, vous n'avez pas eu de cours d'analyse symbolique des rêves. Non, on développe uniquement une partie du cerveau. Dans l'être humain, tout est en double. 2 bras, 2 narines, 2 oreilles, 2 yeux, 2 bouches. Non, il n'y en a qu'une. Voilà, je suis très taquin, j'aime bien parler sérieusement et puis faire des petites notes d'humour. Tout est en double. Le cerveau, c'est 2 parties du cerveau. Il y en a un qui est là pour analyser, synthétiser, et un autre qui est là pour être inspiré et créatif. On a besoin des 2. Vous respirez que d'une narine? Vous n'utilisez qu'un seul poumon? Vous n'utilisez qu'un seul œil pour regarder? Vous économisez l'autre? Pourquoi on fait ça avec le cerveau? On est dans une société qui nous empêche, qui nous entrave dans notre développement spirituel. Parce que si vous êtes tous dans nos recherches spirituelles, alors vous êtes tous dans l'unité, vous êtes tous dans le 1. Et là, vous êtes tous des êtres indépendants. Et le système, tel qu'on le connaît, sociétal, se casse la gueule. On est dans un système sociétal pyramidal. On a besoin d'une base qui va supporter la base supérieure, qui elle-même va supporter la base supérieure, et ainsi de suite. On nous fait rentrer dans des cases. On nous apprend un métier, et moi j'ai des tas de personnes qui sont douées pour plein de choses, et qui sont complètement paumées. La personne, elle est douée, je sais pas moi, pour les arts, pour les sciences, pour la littérature, pour la mécanique. Au niveau des études, on vous propose d'explorer les 4? Non, tu fais un choix. Vous avez 5 compétences et il faut en sacrifier 4 pour un seul. Mais vous allez vous faire chier à pratiquer qu'une seule. Parce que si votre âme, elle est venue avec les 5, c'est-à-dire qu'elle, elle a besoin de vivre les 5. Imaginons que vous avez envie d'avoir 3 enfants. Et on vous oblige à n'en avoir qu'un seul. Et les autres que je voulais... Non, t'as pas le droit. T'en as qu'un. Mais s'il y en a un deuxième qui arrive, on le tue. Enfin, vous voyez, c'est dramatique. On est tous formatés sans en avoir conscience. En fait, nous sommes tous des esclaves. Mais on n'en a pas conscience. On a des chaînes invisibles. Parce qu'on a assimilé, on a intégré et on a accepté tout ce qu'on nous a vendu. Et on en a fait une vérité, qui n'en est pas une. On vit dans un monde totalement illusoire. Quand on est dans le cœur, on voit les choses telles qu'elles sont. Quand on agit avec le cœur, on est le premier à en bénéficier, même quand on fait des cadeaux aux autres. On s'enrichit de donner. On a toujours le choix, toujours. Il faut simplement écouter son cœur. Mais si vous écoutez le mental, ouais, mais si je fais ça, je risque ça, ça je vais le perdre, j'aurai plus cette situation, ça va être catastrophique, comment je vais faire? Et bah là, vous focalisez sur les peurs, vous vous focalisez sur les questions, vous focalisez sur la problématique. Le cœur, lui, il s'en fiche de tout ça. Il va à la solution, à la réponse. J'ai fait des choix suicidaires dans ma vie. En écoutant mon cœur. C'était suicidaire du point de vue de ma raison. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi, il ne faut pas faire ça. Ben, j'écoutais quand même mon intuition. Et ça m'a toujours servi. Les rares fois où j'écoutais ma raison, parce que là je me disais, non, là c'est trop risqué, je vais payer cher. Peu importe qui je peux avoir en face de moi, même si c'est mes enfants, qui me jurent que c'est blanc, si j'ai un guide qui arrive et qui me dit ce sera noir, je fais confiance à mes guides. Et pourtant, j'adore mes enfants. Mais j'ai vécu une situation où la personne que j'aimais le plus m'a profondément trahi alors que les guides m'avaient annoncé la trahison. Ça a duré 9 mois. Et quand j'ai découvert la vérité au bout de 9 mois, là, c'était une belle leçon. Très douloureuse. Hein. Je ne dis pas que quand on a un parcours spirituel, il est facile. Hein. Loin de là. Il ne l'est pas. Hein. Mais si vous êtes à la recherche de la vérité, vous allez la trouver. Mais il ne faut pas s'imaginer que la vérité, c'est du positif, c'est de la joie. Non. Vous serez confronté à la réalité telle qu'elle est.
la vérité, elle est ni positive ni négative. Rien sur Terre, rien dans ce que vous avez vécu n'est positif ou négatif. C'est une illusion. C'est juste un jugement de valeur. Ça sera positif parce que ça va vous être agréable, et ça sera négatif parce que ça vous aura été désagréable. J'étais injustement licencié en 2006 du poste que j'occupais. Injustement. C'était très désagréable. Ça m'a fait tomber en dépression, une dépression tellement sévère que j'ai fait une tentative de suicide. Je ne supporte pas l'injustice. Et moi, si c'est pour être dans un monde où, quand on agit avec le cœur, qu'on est juste, on est trahi et on est licencié comme une merde, et que celui qui a fait de la merde, oh bah lui, il est intouchable parce que c'est le chef, et qu'il se réjouit de votre déchéance, et qu'il en est tout fier, et qu'il n'y a pas de punition pour lui, et c'est moi qui en paye les frais, c'est ça le monde. Ben c'est bon, j'ai pas envie de continuer dans ce monde, j'arrête. L'univers rétablit toujours l'équilibre. En 2006, j'ai perdu mon travail, mais après, j'ai tout un tas de miracles qui s'est mis en place. Je vous ai dit, octobre 2006, j'ai ouvert mon site. Novembre, j'étais référencé. Décembre, j'étais accrédité. Il m'avait testé à mon insu. Et il revendiquait le fait que j'étais un véritable médium avec un grand potentiel. Octobre, novembre, décembre. Janvier 2007, j'ai une amie qui m'envoie un texto. Félicitations grand frère. C'est ma petite sœur spirituelle, je suis son grand frère spirituel. On a 10 ans d'écart. Bon. Félicitations grand frère. Je lui réponds, guide de la voyance avec un point d'interrogation. Elle me dit, oui, sélection. Oui, sélection. Que 2 mots. Je lui dis, elle est con. Elle a commencé à taper son message, elle l'a envoyé, elle n'a même pas vu que la suite n'était pas partie. J'attends un petit peu, pas de suite. Je dis, elle vient quand la suite? Bon, j'étais impatient, je l'appelle. Alors, elle est toute contente. Ouais, coucou grand frère, je suis contente pour toi, c'est génial pour toi. Oui, attends, alors. Il est incomplet ton message, j'ai pas compris. Elle me dit, pourquoi, t'as reçu quoi? Je dis, il n'y avait que 2 mots. Oui, sélection. Elle fait, bah oui. Alors, ou je suis très con, ce qui n'est pas possible. Si, c'est très possible, ma femme va vous le confirmer. Ou alors, il se passe un truc qui n'est pas logique, là. Je dis, c'est ça ton message? Elle me dit, bah oui. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Oui, sélection. Elle me dit, t'es dans la sélection, c'est génial. J'étais sélectionné. Bah oui. D'accord, et il faut que je fasse quoi? Comment ça, il faut que tu fasses quoi? Tu dis que je suis sélectionné, donc je dois faire quoi maintenant? Elle me dit, mais rien, t'es sélectionné, c'est génial. Mais je suis sélectionné pour quoi? Elle me dit, mais t'as pas vu? Je dis, mais non, mais moi, ce site, je le connais pas en plus de ça, donc j'ai pas le nez fourré tous les 4 matins dedans. Elle me dit, alors je t'explique. En fait, ce site-là, tous les ans, ils vont tester à leur insu des médiums, des voyants, des astrologues, etc. À la fin de l'année, parmi tous ceux qu'ils ont testés, ils vont faire une sélection en prenant que les 10 meilleurs. C'est un petit peu comme si j'étais élu le produit de l'année. Et je lui dis, attends, tu es en train de dire que je fais partie de leur sélection? Elle me dit, mais oui. Et là, je lui dis, mais pourquoi moi? Et elle m'a répondu, comment ça, pourquoi? Mais t'en fiches. Ce qui compte, c'est que tu as été sélectionné, c'est génial. Ouais, d'accord, mais enfin, moi, pourquoi moi? Je viens à peine d'ouvrir mon site. J'ai toujours été médium. Mais j'étais médium pour moi. Est-ce que je suis capable de l'être pour les autres? Je suis un bébé, je fais mes premiers pas. Je ne connais pas mon niveau. Je ne peux pas me comparer à d'autres. L'après-midi, je vais chez ma mère, parce que comme c'était pendant la période entre les fêtes, Noël et puis jour de l'an, on était remonté sur Paris, donc je n'avais pas mon ordinateur. L'après-midi, je vais chez ma mère, j'emprunte l'ordinateur de mon frère, je tape guide de la voyance. Là, il y a un super gros encadré où il y avait écrit spécial sélection 2007. Je clique dessus, la liste de 10 médiums et ma photo, parmi les 10. Et effectivement, je faisais partie de la sélection 2007 du guide de la voyance. Non seulement je faisais partie de la sélection, mieux encore, j'étais le premier de la liste, le number 1, top 1. Quand j'ai vu ça, je ne parle pas anglais, je suis nul, mais là j'ai quand même réussi à dire I'm the top one of the top
10 of the best medium. Enfin, je me suis inventé un truc, donc je revenais pas. Mais quand j'ai lu le commentaire, le titre, un don indéniable, et c'était tellement élogieux que là, ils m'ont foutu la pression. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais ils sont malades de dire ça. Mais les gens, ils vont arriver, ils vont avoir des attentes, ils vont me prendre pour Jésus, mais je ne fais pas de miracle, moi. J'étais en panique. J'aurais pu être fier, j'aurais pu être content. J'étais en panique. Mais de quel droit ils disent tout ça, mais non, mais en plus de ça, c'est leur avis, mais je peux pas accorder, je peux pas faire ça avec tout le monde. Enfin, j'étais en panique, j'étais pas bien. N'empêche que, quand je vous dis, quand vous êtes sur votre voie, que vous écoutez votre cœur, la route se forme devant vous. Vous êtes comme un train sur des rails, il y a juste à suivre. C'est tout. L'univers se charge de tout, à condition que vous soyez dans le cœur. C'est le mode de fonctionnement de l'univers, la vibration du cœur. Si vous êtes dans le cœur, vous êtes sur la même vibration que l'univers. Tous les miracles s'accomplissent. Après, vous pouvez pratiquer, mais ça c'est un autre thème de conférence, le pouvoir d'intention. Et là, vous êtes créateur de votre vie. Vous émettez votre intention, il faut qu'elle soit juste et cohérente vis-à-vis de vous et vis-à-vis de tous les autres. Si votre intention, c'est une demande que pour vous, mais qu'elle ne prend pas en compte les autres, vous ne respectez pas l'équilibre harmonique de l'univers. Il faut que ce soit juste pour vous et pour tous les autres. Mais quand vous englobez tout le monde, c'est que vous êtes réellement dans le cœur. Si vous n'englobez que vous, vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans l'ego. Et beaucoup confondent l'ego et le cœur. Et beaucoup se perdent. Beaucoup sont dans l'illusion, beaucoup sont aigris dans la souffrance et dans la rancœur. En ne comprenant pas, en ayant le sentiment d'être victime. Je fais le bien autour de moi, alors pourquoi je subis tout ça? Quand on est dans le cœur, on ne se valorise pas. On fait ce qui nous semble juste, cohérent, naturel. Comme un enfant. Moi, je me rappelle, ma fille, quand elle était petite, elle venait me voir, « Papa, papa, papa !» Elle était toute contente, toute fière. « Oui, ma fille, tiens, c'est pour toi !» Je regardais. Elle ne sera pas dessinatrice plus tard, ma fille. D'accord. Merci, ma fille. Et elle me disait toujours, « Il te plaît mon dessin, ça te fait plaisir ?» Je lui ai toujours dit, « Ma fille, ça me fait très plaisir. » Jamais je lui ai dit, « Ma fille, il est beau ton dessin. » Non. Je suis médium. Je pars du principe que si je veux avoir accès à des vérités, je dois moi-même, dans mon travail de chaque jour, être dans la vérité. Pas d'hypocrisie, pas de mensonge. De temps en temps, ma femme, elle est dans la salle de bain, elle fait « Ah !» Elle me dit « Chérie, j'ai pas pris un peu des fesses ?» Moi je regarde, je fais « Ah bah oui !» Elle me fusille du regard. Je lui dois la vérité, même si c'est une vérité qui peut la déranger. Mais c'est pas grave. Je l'aime pas que pour ses fesses. Heureusement, je l'aime pour ce qu'elle est. Mais je dis la vérité. La vérité peut vexer. Mais je dis la vérité. Je me dois d'être dans la vérité. C'est un peu une forme de contrat moral que j'ai passé moi tout seul avec l'univers. Ils m'ont rien demandé en retour. Hein. Mais moi, j'estime que si je veux avoir accès à des vérités pour les gens qui me consultent, je dois être dans la vérité tous les jours. Si je grille un feu et que les flics m'arrêtent, vous savez pourquoi on vous arrête? Oui, j'ai grillé le feu. Je ne vais pas dire « Non, je ne comprends pas, il se passe quoi ?» Non, là c'est hypocrite. Donc si je fais ça dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas prétendre avoir accès à des vérités. Voilà. Donc pour avoir une bonne conscience et pour me sentir légitime, c'est le prix que j'ai décidé de payer, mais unilatéralement, tout seul. L'univers ne m'a rien demandé. Mais en tout cas, c'est un contrat qui fonctionne. Ma fille, jamais je lui dis « Ils sont beaux tes dessins ». Par contre, je les ai tous gardés. Il y a 2 ans, je discutais avec ma fille, on était dans mon bureau, j'ai sorti le gros sac, et le sac pour faire les courses là. J'ai tout sorti. Je lui ai dit « Tiens, regarde dedans ». Elle sort un truc, elle fait une grimace, elle fait « C'est quoi ?» Elle ne savait même pas dans quel sens le mettre. Ça ne lui parlait pas, je lui dis « Continue ». Elle fait « Mais pourquoi? Qui c'est qui t'a fait ça? » Alors, elle sait que je suis médium, mais elle est en train de te dire « C'est tes clients qui t'ont... » Mais bon, elle ne comprenait pas, puis à un moment donné, elle sort un truc, elle fait « Attends, mais c'est pas un truc que je t'avais fait à l'école, ça, pour la fête des pères ?» Et je lui dis « C'est ma fille. »
Il me fait, t'as gardé ça? Bah oui, ça venait de toi. Alors elle est étonnée, elle le pose de côté, puis elle sort d'autres trucs, ça lui parle pas, puis encore et encore. Puis là, ah mais attends, ça c'est... Et tout à coup, elle regarde tout le reste, et dit, attends, mais tout ça c'est moi? Je lui dis, oui ma puce. Elle fait, j'ai fait tout ça? Oui, oui. Et elle en sort un, et je lui dis, comment tu le trouves celui-là? Elle me regarde, elle fait une grimace. Et là je lui dis, tu sais, quand tu étais petite et que tu me venais me voir, tu me disais toujours, papa, papa, regarde ce que j'ai fait pour toi, il est beau mon dessin, ça te fait plaisir? Je t'ai toujours dit que ça me faisait plaisir, je t'ai jamais dit qu'il était beau. Même si tu étais petite, je te devais la vérité. Je t'ai dit la vérité, mais je n'ai pas énoncé celle qui aurait pu te vexer. Mais tu vois, ça me fait tellement plaisir, j'ai tout gardé. Et je les ai encore. Même des petits mots qu'elle a pu m'écrire, j'ai tout gardé. À l'inverse, sa mère, à chaque fois c'était « Oh, c'est le plus beau dessin qu'on m'ait jamais fait. Oh là là, t'es douée ma fille. Oh, je te remercie. Je le garderai avec moi toute ma vie. » 2 jours après, elle le retrouvait à la poubelle. Voilà comment on détruit un enfant. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir. Vous devez être intègre, c'est ça être dans le cœur. Être dans le cœur, c'est être dans le vrai, dans l'authentique. Un enfant, il est spontané, il est insouciant. Moi, j'ai perdu mon insouciance le jour où j'ai perdu mon père, quand il est décédé. Avant, il pouvait m'arriver n'importe quoi, mon père était là. Mon père, c'était un super-héros. C'était pas un super-héros, hein. Il travaillait dans une usine de boucherie, il désossait, il décoignait le jambon. Mais pour moi, c'était un super-héros, parce qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi. Il avait toujours la solution à tous les problèmes et la réponse à toutes les questions. Je me sentais invincible, infaillible. Le jour où j'ai perdu mon père, je suis devenu un homme. Là, tout ne dépendait et tout ne reposait que sur moi. Là, j'ai perdu mon insouciance. J'ai perdu mon père, j'avais 26 ans. J'ai pu conserver cette insouciance pendant 26 ans grâce à mon père. J'en ai parlé hier dans l'interview qui m'a été accordée dans cette émission. C'est là où j'ai réalisé à quel moment, je le sais que depuis hier soir, hein, j'ai perdu mon insouciance quand j'ai perdu mon père, à 26 ans. Et ça me rappelait comment j'agissais avant et comment je réagis maintenant. Maintenant, j'ai une maison à payer, j'ai des enfants, j'ai pas le droit à l'erreur. Il y a des gens qui dépendent de moi. Quand j'étais jeune, je dépendais de personne. Et il m'arrivait quelque chose, j'avais papa. C'était mon joker. Du coup, tout ce que je faisais, je le réussissais. Puisque j'avais pas peur. Une fois que mon père était plus là, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Là, la peur est arrivée. Et là, au lieu d'être insouciant, d'être dans l'élan du cœur, j'ai commencé à réfléchir, à planifier, à organiser, à être méthodique, à être prudent. J'avançais, mais avec prudence. Quand on est dans le cœur, on fonce. Les enfants sont dans le cœur, ils sont dans l'insouciant. Vous êtes à la plage, le gamin, il veut courir, il veut aller dans la mer. Attends, t'as pas mis ta bouée, t'as pas mis... Il s'en fout, lui, il est prêt à y aller. C'est vous qui avez peur, pas lui. Le problème, c'est qu'en ayant peur, la peur, c'est une énergie qui se communique, un sentiment, une émotion qui se communique, comme le reste. Si vous êtes avec des personnes dépressives, des caliméros, des personnes larmoyantes, et que vous avez ça tout au long de la journée, je vous garantis que votre morale, au bout d'un moment, vous allez finir comme eux. Hein. Moi, ça m'a fait. Hein. J'ai vécu 2 ans à Nice. J'avais quitté une première fois la région parisienne après mon service militaire. Je m'étais installé à Nice, j'ai vécu 2 ans. C'était 2 années sublimes. Et puis, j'ai rencontré mon ex-femme qui habitait à Nice, à Paris. Je suis remonté sur Paris. Le premier mois, j'étais le seul con dans le métro qui souriait. Voilà. J'étais heureux, je regardais les gens avec un grand sourire et je voyais que des... Voilà. Et puis même des fois, des regards agressifs, d'un air de dire qu'est-ce que tu as me regardé, toi, fous-moi la paix, tire-toi avec ton sourire. Enfin, voilà. Et ça voulait dire ça. Donc du coup, je me suis dit, je dérange. Bon, alors du coup, je me mettais contre la paroi du métro, je regardais plus personne, puis j'étais bien. Ça a duré qu'1 mois. Le 2e mois, tête baissée, je regardais mes pompes comme tout le monde. Voilà. En fait, l'énergie, l'univers dans lequel on gravite a une influence sur nous,
Mais on oublie qu'on peut avoir une influence sur une situation. Les gens qui sont dans le cœur, ils sont lumineux, ils sont généreux, ils n'ont pas peur, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se sentent pas victimes. C'est comme ça, c'est comme ça. Point barre. Ils n'en font pas une affaire personnelle. Si vous en faites une affaire personnelle, c'est que vous êtes dans l'ego. Je lui disais, un lundi matin, je suis en train de me raser devant la glace et je capte la philosophie du cœur. Alors j'aime bien mes guides. On pourrait s'imaginer que je rentre en contact avec eux après un travail d'exercice de méditation, où je transcende la matière, où j'arrive à ouvrir l'esprit. Non, que dalle. Moi, c'est ce que je croyais à la base. Il faut faire tout un travail pour entrer en contact avec eux. Non, ils prennent contact quand ils veulent. Et je vais vous le démontrer encore tout à l'heure. Mais là, j'étais en train de me raser. Donc, j'avais juste un caleçon sur moi. Et puis, la philosophie du cœur. Ah ouais, ça sonne bien, ça me plaît bien. De quoi on va parler? J'en sais rien. Mon calendrier conférence est plein 2 ans à l'avance. Enfin, à l'époque, avant Covid, il était plein 2 ans à l'avance. Je propose ça. Ça veut dire que la prochaine fois que je prends le risque d'animer cette conférence, c'est pas avant 2 ans. Bon, il y a quelqu'un qui me l'a commandé. Le temps passe très vite. Les 2 ans sont passés. Un vendredi soir, on se met au lit avec ma femme. Je lui dis, alors demain, la conférence, c'est sur quoi? La philosophie du cœur. J'ai que le titre. Ah bon? Mais bon, j'ai toujours fonctionné comme ça et je connais mes guides. Les guides, ils ne vont pas vous dire 50 ans avant ce qu'il va falloir faire dans 50 ans. Ça ne sert à rien. Vous avez le temps de l'oublier. Donc, ils font les choses au bon moment. Moi, je suis confiant à ce moment-là. J'ai un petit doute, mais je fais confiance. Je me dis, à tous les coups, cette nuit, comme ça m'est déjà arrivé, je vais recevoir tous les renseignements pour la conférence de demain. Je m'endors, tranquille, serein. Le réveil nous réveille, le lendemain matin. Bon, alors. J'ai rien eu là, au fait. Ou alors, si j'ai eu, j'ai oublié. Là, c'est dans quelques heures. Je commence à me poser des questions. Et j'ai parlé de quoi, moi? Je ne savais pas trop. On prend la voiture. C'est un jour où on avait pris les enfants de ma femme et on s'était arrêté à mi-distance pour les donner au père des enfants, qui les gardait le week-end. Pendant la première partie du voyage, je suis très taquin, je parle beaucoup, je déconne, je raconte des conneries, etc. On s'arrête, les enfants sortent de la voiture, on remonte dans la voiture, on n'est que ma femme et moi. Et là, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Total changement d'attitude. Ma femme se dit, j'ai dit un truc de travers avec mon ex, il a mal pris. Elle commence à s'inquiéter, elle me dit, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Ça va pas? Non, si, pourquoi? T'es pas comme tout à l'heure. Oui, mais attends, tais-toi, je canalise. En fait, j'étais en train de recevoir. Mes guides, tu parleras de ça, tu feras le relief, la comparaison entre le cœur, le mental, la peur, la raison. Tu aborderas tel sujet, tu développeras ça. Ils étaient en train de tout me donner. J'étais en train de conduire, je regardais la route et en même temps, je recevais intérieurement. Ça a duré jusqu'à 1 minute avant le début de la conférence. C'était un thème que j'abordais pour la toute première fois. J'avais un petit stress quand même. Et moi, quand je stresse, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je m'isole, je vais aux toilettes. C'était pour la grosse commission. Voilà, je suis transparent, je suis spontané, je cache rien. Donc, je suis installé confortablement. Et là, je reçois encore une indication de mes guides, comme s'ils étaient là, dans la cabine avec moi. Et ils me disent, tu commenceras ta conférence en posant ces 2 questions. Ouais, mais là, je fais caca. Là, j'avoue que j'étais gêné. C'est la première fois où il se manifeste à moi où je suis gêné. J'ai pas besoin de méditer. On pourrait s'imaginer que, non, j'ai pas besoin. Alors, peut-être que c'est moi, je suis peut-être quelqu'un à part, mais plein de fois, j'ai essayé de chercher à méditer, j'ai voulu être en contact avec eux, puis j'ai pas eu. Voilà. C'est comme si ma femme dit, ouais, mais toi, tu as une ligne directe avec eux, voilà, avec l'univers. Oui, je pose une question, je dis pas que j'ai les réponses tout le temps, mais très souvent, je vais poser une question où je vais pousser une gueulante. Ouais, ça c'est pas juste, et puis mes guides vont me donner une vérité à ce moment-là pour répondre à mon coup de gueule.
Et il y a des fois, j'y laisse des plumes. Un jour, c'était à l'époque de Hollande, et il y a un projet de loi qui visait à taxer les parents qui donnaient de l'argent de poche à leurs enfants. Qui avait entendu parler de ce projet? Personne? Moi, quand j'ai entendu parler de ça, quand j'ai entendu parler de ça, je fais quoi? Putain, mais on travaille, on consacre notre temps pour gagner de l'argent, on devrait être libre de dépenser cet argent comme on veut, et ces bip. Ils nous raquettent, mais c'est quoi ça? Mais on vit dans quel monde? À quand un monde meilleur? Et là, je reçois, donc j'étais en train de pousser une gueulante, et une réponse très calme et très bienveillante de la part de mes guides: un monde meilleur lorsque les hommes seront meilleurs. Et oui, j'accuse le monde, mais le monde y est pour rien. Le monde, c'est une maison. Mais s'il y a le bordel dans la maison, c'est pas la maison qui a foutu le bordel. C'est bien ceux qui y habitent. Un monde meilleur lorsque les hommes seront meilleurs. Mais oui, mais l'état du monde, il est à l'image de l'homme, de ce qu'il en fait. Et là, j'ai dit à mes guides, alors aidez-moi à les rendre meilleurs. Moi, c'est ma vocation, d'aider à ouvrir les consciences, à faire comprendre, à faire évoluer les gens, pour qu'on retrouve tous notre unité. Et dans l'unité, nous serons tous un. Alors que là, on nous vend quelque chose, une normalité, entre guillemets, parce que la normalité n'existe pas, on est tous uniques et différents les uns des autres. Alors moi, ce que je vais dire, ça c'est normal pour moi, les autres vont dire non. Mais on nous a fait accepter des normalités, des normes, qui est devenue une normalité, à laquelle on a concédé, alors qu'elle ne nous convient pas. Donc je dis à mes guides, aidez-moi à les rendre meilleurs. Mes guides me répondent immédiatement, tu pourras rendre des hommes meilleurs lorsque tu seras meilleur toi-même. Ok, d'accord. Alors là, je ferme ma gueule, c'est bon, merci. J'essaie de faire avancer, et puis je m'en prends plein la gueule moi aussi. Ok, super. Là, j'ai réagi, j'étais dans l'ego. J'étais pas content. Mais oui, pourquoi ça serait toujours la faute des autres? Moi aussi. Même si ma responsabilité, elle est moindre que celle des autres, mais j'ai aussi ma responsabilité. Je laisse faire. Je gueule, je suis pas content. Mais qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Rien. Bon. Et ça s'est arrêté là. Le soir, avant de me coucher, bon allez, je médite. Je fais le vide, je respire calmement. Une fois que j'ai atteint la sérénité, avec humilité, je fais cette demande à mes guides et je leur dis: merci de me guider et de veiller à me rendre meilleur, afin que je puisse à mon tour rendre les autres meilleurs, pour que tous ensemble, nous puissions œuvrer à construire un monde meilleur. Et je me suis endormi. Le lendemain matin, consultation avec une jeune personne, elle venait pour une guidance. Pas pour de la voyance, mais pour une guidance. Être en contact avec les guides, c'est ce que je préfère. Et les guides lui délivrent plein de messages, plein de vérités. Ils parlent d'elle, mais elle dans son âme, dans ce qu'elle est venue faire, sa mission, etc. Ce qu'elle est, la beauté qui est en elle, et ce qu'il faut qu'elle valorise, ce sur quoi elle doit travailler, etc. Ses lacunes. Super consultation. Et quand je fais une guidance, j'ai un jeu de Mario Duguay qui s'appelle Message des guides. C'est un jeu sur lequel, sur chacune des cartes, il y a un message. Je prends à la fin de la consultation ce jeu, la personne tire une carte. Depuis le temps que je pratique, dans 100% des cas, tout ce que j'ai dit pendant toute la durée de la consultation, la personne va tirer la seule carte, la seule, qui a un message qui confirme et qui résume tout ce que j'ai annoncé pendant 1 heure. C'est incroyable. Qu'on vienne me parler de probabilité, là, ça déjoue toutes les probabilités. Et moi, quand, encore une fois, le miracle opère, que ça confirme tout ce que j'ai annoncé à cette personne, on a enfoncé le clou une bonne fois pour toutes, et là, je me dis, tiens, mais au fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait pour moi. Je regarde ma cliente, je dis, ça vous embête si je prends une carte pour moi? Elle me dit, bah, c'est votre jeu. Et moi, dans ma tête, bah oui. Pourquoi je demande la permission? On avait fini la consultation de toute façon, donc allez, je ferme les yeux, message de mes guides, je prends une carte. La carte s'intitulait Lumière sur le monde, et le message disait: par le travail spirituel que je fais pour mon développement et mon ascension, je contribue à cette entraide merveilleuse afin de rendre le monde meilleur. La demande que j'avais formulée la veille au soir.
C'est incroyable. En fait, vous ne le savez pas, mais vos guides vous accompagnent en permanence. En permanence. Et on ne le sait pas. Si vous êtes dans le cœur, vous aurez la chance de percevoir des choses. Le problème. Alors, j'en parlerai tout de suite après. Je vais commencer avec les 2 questions. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'étais aux toilettes, ils m'ont dit, tu commenceras par ces 2 questions. Alors, je vais vous poser ces 2 questions. Qui a déjà aimé? Levez la main. Normalement, je devrais voir que des mains levées. Voilà. Qui a déjà aimé? On a tous déjà aimé. Que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un amoureux, une amoureuse, nos enfants. On sait ce que c'est que l'amour. Vous voyez? On le sait. Ça prouve que vous avez été dans la vibration du cœur. Vous en êtes capables, tous, sans exception. 2e question. Qui a déjà souffert d'avoir aimé? Ça prouve que vous avez tous un ego. Parce que quand on aime, on ne peut pas souffrir. Si vous souffrez, ça veut dire que vous êtes déçu de l'autre. Si vous êtes déçu de l'autre, vous attendiez quelque chose en retour. L'ego attend quelque chose en retour. Le cœur, lui, quand vous êtes dans le cœur, on donne gratuitement. Et on oublie. On ne donne rien en retour. Mais si un jour vous vous rappelez de ce que vous avez donné et que vous estimez que vous n'avez pas eu la contrepartie et que vous êtes déçu, là vous êtes dans votre ego. L'ego souffre, le cœur jamais. Quand on est dans le cœur, on est le premier bénéficiaire, être dans le cœur. Ce que je donne, ça me fait plaisir de l'avoir donné. Je me sens légitime, je me sens juste, je me sens en harmonie avec l'univers, avec la situation, avec la personne qui est en face de moi. Vous voyez? Il n'y a pas de retour. Mais l'ego, lui, il se souvient. Et lui, un jour, l'ego va vous dire, t'as fait ça pour elle, t'as été là à tel moment, blablabla, 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 et puis là, elle n'est pas là pour toi. Et là, oui, ça va faire mal. Là, vous allez vous dire, attends, avec tout ce que j'ai fait, avec la patience que j'ai eue, la tolérance, et là, je fais un petit truc de travers, elle me tombe dessus, mais attends, merde. Voilà, là, vous serez dans votre ego. Et là, vous souffrirez. En fait, c'est très simple. Êtes-vous heureux? Si la réponse, elle est oui, vous êtes dans le cœur. Si la réponse, elle est non, vous êtes dans l'ego. Et vous ne pouvez pas me dire que vous êtes heureux. Parce que nous vivons dans une société qui nous enferme de plus en plus dans l'ego. On nous éloigne de plus en plus du cœur. Je vous ai dit, si vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'unité, vous êtes le 1. Et quand on est dans le 1, le problème de l'ego, il fait quoi l'ego, lui? Il se compare aux autres et il a besoin de se sentir supérieur, légitime. Mais quand on est dans le cœur, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il y a simplement une source de richesse différente. La différence de l'autre est là pour m'enrichir moi. Alors que l'ego, lui, il veut être dans le contrôle, il veut avoir raison. Quand il y a quelque chose de différent, l'ego, il va chercher à se justifier. Oui, mais non, mais c'est mieux si tu fais les choses comme ça. Mais mieux par rapport à qui? Par rapport à la personne qui parle. Parce que ça ne sera pas mieux pour la personne qui écoute. Si elle fait les choses d'une certaine façon, c'est parce que ça lui est plus profitable pour elle. Dans le cœur, on est dans l'acceptation. Moi, je ne me compare pas à mes confrères et mes consoeurs. Je suis très heureux d'avoir des consoeurs et des confrères qui m'aident. Je ne peux pas supporter à moi tout seul le poids de la misère du monde, même pas le poids de la misère de la France, même pas le poids de la misère de tous les gens qui vivent en Nouvelle-Aquitaine, ou en Gironde, ou sur Bordeaux. Je ne peux pas. Je vous ai dit, je suis un médium empathe. Je perçois, moi, quelqu'un qui n'est pas bien, mais je sens toute sa souffrance. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pleuré avec mon client qui est en face de moi, quand je capte des messages et « Oh, mon Dieu, elle a vécu ça, la personne », je commence à en pleurer. Votre maman, elle était comme ça, votre papa, il a laissé faire, et la personne se met à pleurer. Mais moi, je pleurais déjà de le dire. Parce que je vis sa souffrance. Et vous imaginez si je devais faire ça avec tout le monde? Si j'étais le seul médium au monde? Non. Je me serais suicidé il y a longtemps. Non, c'est une mission qui est trop lourde pour moi. Je ne pourrais pas. Mes consoeurs, mes confrères, mais je suis heureux. Quand ma femme apprend qu'il y a un nouveau médium dans la région, elle me dit « Ah, t'as un concurrent ». Mais c'est pas un concurrent, non. C'est un frère de lumière, une sorte de lumière, mais peu importe. Et je ne corresponds pas à tout le monde. Je suis un médium et j'ai mes énergies. Mais mes énergies, elles ne sont pas forcément compatibles avec tout le monde.
Moi, mon énergie ne va pas être compatible avec les gens, ils veulent tout savoir tout de suite. Voilà, ils n'ont pas le temps. Je pose une question, je veux la réponse tout de suite. C'est oui ou c'est non? Ah ben moi, ça me stresse. Non, non. Moi, j'ai besoin de laisser venir, de me laisser imprégner, et après, je vais sentir si c'est plutôt positif, carrément positif, plutôt négatif ou carrément négatif. Et puis après, je vais expliquer le pourquoi. Donc, avant de dire oui ou non, je veux dire, alors moi, je perçois ça, il y a ça, il y a ça. J'ai déjà des clients qui vont dire, oui, oui, mais ça, je m'en fiche. C'est oui ou c'est non? Laisse-moi m'imprégner, que je le sache moi-même. C'est comme si j'étais en train de lire un livre. Oui, mais on s'en fout du livre. La fin, elle raconte quoi? Laisse-moi lire le livre, que j'arrive à la fin. Voilà. Sinon, si je regarde à la fin, ils disent ça. Mais ça veut dire quoi? J'en sais rien, on n'a pas lu le livre. Voilà. Ça, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, ceux qui veulent tout de suite, là, maintenant, en 2 minutes, répondre à ma question, non. Moi, j'aime prendre le temps pour faire les choses bien, avec délicatesse, etc. Je suis dans l'harmonie. Mais il y a des médiums, ils vont être directs, tac au tac, etc. Ils correspondront à ce genre de personnes. C'est la raison pour laquelle il y a plein de médiums différents et des connexions différentes, etc. On n'est pas des concurrents, on est complémentaires. Point barre. Je suis un médium en France. Un japonais, il viendrait me voir. Ich, ni, son, chi, go, luk, sich, hach, kuju. Voilà, je sais compter jusqu'à 10 en japonais. C'est tout ce que je sais faire. Alors, on ne va pas aller loin hein, pour une consultation. Je vais déménager, je vais déjà pas comprendre la question. Ju, ça veut dire 10. J'ai fait du karaté. Le prof comptait en japonais. Voilà. Mais on va pas aller loin. Hein. Il faut qu'il y ait des médiums partout en France avec des connexions différentes, avec des énergies différentes, pour que les personnes qui ont besoin d'être guidées, les guides, eux, vont les orienter vers les médiums qui les correspondent et à qui donneront les indications. Moi, je ne cherche pas à avoir plein de clients, je ne cherche pas la reconnaissance, la notoriété, je l'ai, mais ce n'est pas ce que je recherchais. Je l'ai fait en toute humilité et avec bienveillance, avec le cœur, et je ne fais pas de complaisance. J'ai des personnes qui repartent frustrées, mécontentes, parce que je n'ai pas dit ce qu'elles avaient envie d'entendre. Pour la petite anecdote, un jour, une dame vient me consulter, elle veut entrer en contact avec son frère défunt. Ok. Je dis, de quoi est décédé le frère, depuis combien de temps, et comment il était du temps de son vivant? Elle dit, oui, tout à fait, c'est lui. Je lui donne un prénom. Michael, c'est qui? Ah, c'est un cousin qui est mort il y a longtemps. Ok, il me dit qu'il est avec lui. Ok, tout est cohérent. Hein. Je lui dis, est-ce que vous avez une question à poser à votre frère? Oui, alors, est-ce qu'il peut faire entendre raison à maman pour qu'elle signe les papiers? Elle n'a rien compris du contact avec les défunts. Ils ne sont pas là, eux, pour régler les problèmes sur le plan terrestre. Non, ils sont là pour donner un coucou, pour nous encourager, pour nous enseigner des vérités, nous donner des conseils. Mais pas pour influencer quelqu'un de vivant. Sinon, c'est violer la loi du libre arbitre. Elle n'a rien compris. Mais bon, moi, je suis innocent. Donc, je me tourne vers le frère, j'attends la réponse. Et la réponse, c'est arrêtez d'emmerder maman avec les papiers, vous allez la crever. Ah. Alors votre frère dit qu'il faut arrêter d'harceler votre maman avec les papiers parce que vous allez finir par la tuer si vous continuez. Je l'ai dit avec mes mots à moi. La dame, ouais, de toute façon je me doutais que cette conversation elle servira à rien. Lui et ma mère ont toujours été cul et chemise, on n'a jamais rien pu lui demander. Voilà. Elle est repartie, elle n'était pas contente. Mais moi je dis la vérité, je dis ce que je capte. Et puis en même temps, en disant ça, elle me donne raison dans le message que j'ai reçu. Voilà. Les enfants, les 4 qui restaient, voulaient que la maman signe des papiers de donation, partage, etc. On la met à l'hospice, on vend la maison, on récupère les thunes. Bon, il y a des cas comme ça. C'est très très rare. Voilà. Je peux les compter sur les doigts de mes 4 mains. Parce que je ne peux pas dire que c'est arrivé que 10 fois, mais c'est quand même assez rare. En 18 ans d'expérience, j'ai eu de belles consultations. Et les clients qui sont partis, qui n'étaient pas contents, quand j'annonce les choses, ils finissent par revenir et à me dire finalement, c'est vous qui aviez raison. Et là, ils sont beaucoup plus dans l'humilité et beaucoup plus à l'écoute pour les consultations d'après. Ce qui prouve que quand on est dans le cœur, on ne va pas forcément changer l'état d'esprit de la personne qui est à notre contact. Pas forcément tout de suite, immédiatement, en un claquement de doigts. On a planté une graine. Et cette graine, ça prendra du temps,
mais à un moment donné, elle va se mettre à germer, elle va toucher l'âme, la conscience de la personne, elle va lui ouvrir l'esprit, le cœur, et à ce moment-là, cette personne se dira « j'ai peut-être été injuste à tel moment avec cette personne, c'est peut-être la seule qui a eu de la considération pour moi, qui m'a posé des questions qui ont pu me déranger. » Là, je me mets dans le cas où, je sais pas, moi, vous avez une amie, elle va pas bien, elle est malheureuse, son plan sentimental, ça va pas, etc. Et elle est là elle vous sollicite pour que vous lui remontiez le moral, et vous lui dites ce que vous pensez réellement, ce que vous avez sur le cœur. Écoute, tu devrais le quitter, il n'est pas fait pour toi. Et votre ami, comment tu peux dire ça? C'est l'homme de ma vie, dès qu'on s'est rencontrés, je savais que c'était mon âme sœur, je m'attendais pas à ça de toi, mais tu te rends compte de ce que tu me dis, mais c'est horrible. Je suis en souffrance, je suis en train de me noyer, tu me fous la tête sous l'eau, mais tu te rends pas compte? Elle va partir, elle va être mécontente. Ça prendra peut-être 2 ans, 4 ans, 10 ans. Mais quand on l'aura quittée, quand elle se sera libérée de cette emprise, et quand, au bout d'un moment, elle verra que vous aviez raison. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais vous le dire, mais dans ce cheminement, elle se rappellera que la seule personne qui lui a dit, en toute vérité et en toute sincérité, qui lui a donné le seul bon conseil qu'elle aurait dû suivre, elle se rappellera que c'était vous. Et quand on est dans le cœur, on ne se vexe pas du comportement des autres. On comprend. On est dans l'acceptation. Dans le cœur égale acceptation. Je dis les choses, la personne ne l'entend pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'apprécie, je l'aime quand même. Même si elle est en colère contre moi. Je l'ai vécu avec mes beaux-parents. Au début de notre relation avec ma femme, le jour de l'anniversaire de ma femme, on était avec ses parents, nous, et puis il y avait un ami de son père qui s'appelle Robert. On est autour de la table, je vois un livre, et là je vois sur la tranche Dan Brown, celui qui a écrit Da Vinci Code. Ah, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré en 2 jours. Le gros, hein, pas le petit format j'ai lu, hein. Le gros, le pâté. 2 jours. J'ai commencé le vendredi matin, je l'ai fini le samedi soir. J'ai adoré. Du coup, quand j'entendais un livre de Dan Brown, ah, c'est lequel, j'achète. Voilà. Donc j'ai lu toute sa collection. Donc quand je vois Dan Brown, je dis à ma belle-mère, ah, c'est lequel? Elle regarde, elle me dit, Forteresse Digitale. Et je dis à ma belle-mère, ah, il est bien, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié. Et mon beau-père qui me dit, tu ne dois pas juger. J'ai mis un jugement. C'est celui que j'ai le moins apprécié. C'est une appréciation personnelle. Je n'ai pas dit, le livre est pourri, l'auteur est nul. Ça aurait été un jugement. J'ai donné une appréciation, pas un jugement. Et c'est une appréciation qui est personnelle. De ceux que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Je ne lui dis pas qu'il ne faut pas qu'elle apprécie. Je donne simplement mon appréciation personnelle. Tu ne dois pas juger. Il ne faut pas juger. Je suis d'accord avec lui. Mais je lui pose cette question-là. Pourquoi vous me dites ça? Parce que moi, dans ma tête, j'ai émis aucun jugement. Donc, ce qu'il me dit, c'est déplacé. C'est comme si vous étiez en train de manger de la viande et je vous disais, tu ne dois pas rôter. J'ai pas roté, et puis de toute façon, si j'ai envie de roter, j'écoute mon corps et je fais ce que je veux. Je ne vais pas me contenir à mort de malade. Enfin, c'était déplacé. Pour moi, il n'y avait aucun rapport. Donc quand je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Parce que la chute de l'homme, Ève, Adam, la perte de l'Éden, c'est blablabla, blablabla, l'ego, blablabla, blablabla, le mental, blablabla, blablabla. Bon, tout ce qu'il me disait, je comprenais que la moitié. Sur la moitié que je comprenais, j'étais en partie d'accord, mais rien à voir avec ce que moi j'avais dit, parce qu'il n'y avait aucun jugement dans ce que j'ai énoncé. À la fin, je l'ai écouté. Si vous êtes dans l'ego, vous n'écoutez pas. L'ego, c'est immédiatement, non, je ne suis pas d'accord, vous n'allez pas dire ça, parce que vous allez vous justifier. Bon, j'étais dans le cœur. Il a besoin de parler, je l'écoute. Jusqu'au bout. Et à la fin, voilà pourquoi. Ok, mais Jean-Claude, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? C'était quoi ta question? Je lui dis, je vous ai simplement demandé pourquoi vous m'avez dit ça. J'ai dit quoi? Il se rappelait déjà même plus lui-même. Il s'était perdu dans ses trucs. Vous m'avez dit que je ne devais pas juger. Oui, mais c'est parce que blablabla, l'ego, blablabla, le mental, blablabla. Et il continue. Je le laisse parler. Une fois qu'il a terminé,
Je dis Jean-Claude, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Si, j'ai répondu, mais t'es dans ton ego, t'écoutes pas ce que je te dis, tu veux pas accepter, tu veux pas comprendre. Bon, je suis médium. En tant que médium, je peux capter les énergies des personnes présentes dans la pièce. Je capte l'énergie de Robert, et le pauvre Robert, je ne savais pas ce qui se passait. Donc j'ai regardé Jean-Claude, je fais Robert, il me regarde. Est-ce que Jean-Claude a répondu à ma question? Et là, je vois le pauvre Robert se décomposer. Et si je l'ai fait intervenir, c'est que je sentais, moi je ne le connais pas ce monsieur, hein, mais j'ai senti que c'était quelqu'un qui était juste. Et là, il regarde Jean-Claude, et il ne peut pas dire que oui, je suis d'accord. Il connaît Jean-Claude, il sait comment il va réagir. Mais en même temps, moi je savais qu'il était empreint de sincérité et que c'était quelqu'un de juste. Ça l'a mis dans l'embarras, je suis navré pour lui, je ne l'ai plus jamais revu après. Mais il a dit, Jean-Claude, je suis désolé, mais pour moi, non, tu n'as pas répondu à sa question. Il s'est énervé, ouais, bah c'est bon, on n'en parle plus. Et là, je dis, non, mais Jean-Claude, en fait, c'est très simple. Non, je peux en parler. Et je dis, non, Jean-Claude, j'étais respectueux, je vous ai écouté, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Maintenant, j'ai besoin de m'exprimer, vous allez m'écouter. Vous allez m'accorder le même respect que je vous ai accordé. C'est ça qu'il n'a pas apprécié. Je suis un petit jeune qui lui fait une leçon sur la notion de respect. Dans l'attitude. J'étais respectueux dans mon attitude, il ne l'était pas. Mais en toute sincérité et dans la vérité, j'ai dit les choses. Et pas parce que j'étais dans l'ego, je l'ai dit avec calme. Et je lui ai dit, je n'ai jamais émis le moindre jugement. C'est une appréciation personnelle, ce n'est pas un jugement. Je n'ai pas dit l'auteur est nul, le livre est pourri. J'ai dit, c'est celui de tout ce que j'ai lu, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié. Je l'ai apprécié, mais moins que les autres. C'est pas un jugement. Donc, ce que vous m'avez dit, c'était pas en adéquation avec ce qui s'était passé. Et c'était ça ma question. Pourquoi vous me dites ça? Parce que pour moi, il n'y avait pas lieu d'être. Ça a duré combien de temps? 2 ans? J'étais devenu persona ingrata. Voilà, je n'existais plus. Il ne voulait plus jamais me voir. Ni me parler, ni quoi que ce soit. Ma femme, quand elle appelait sa mère, t'es toujours avec lui? Voilà, c'était lui. Pas de Didier, rien du tout. Mais moi, dans la configuration dans laquelle j'étais, j'avais conscience qu'ils étaient vexés. Je comprenais qu'ils étaient vexés. J'acceptais qu'ils étaient vexés. Ça ne changeait rien, en fait, que moi, je les aimais. C'est ça dans le cœur. Je ne me suis pas vexé. C'est comme si je regardais un enfant qui boudait parce qu'il n'a pas eu son gâteau qu'il désirait 5 minutes avant de passer à table et qu'il faisait son caprice dans sa chambre. C'est pas grave, je l'aime quand même. Voilà, j'étais dans cet état d'esprit-là. C'est ça être dans le cœur. C'est ne pas se remettre en question, c'est s'aimer soi, aimer les personnes qui gravitent autour de nous, accepter et apprécier la situation même si elle est dérangeante, et comprendre que ce qui me dérange est là pour me faire travailler et me faire évoluer. Mais quand on est dans cet état d'esprit-là, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a que des enseignements. Une épreuve, je vais vous partager un petit enseignement de la part de mes guides que j'avais reçu. C'est un jour où je me plaignais, que j'avais épreuve sur épreuve et que j'échouais tout le temps et que j'en avais marre et que j'aimerais bien avoir des vacances. Mes guides m'ont répondu, donc je leur avais dit, j'en ai marre de me casser la gueule avec vos épreuves. Les guides m'ont simplement répondu, une épreuve n'a pas pour vocation de te faire tomber, elle a pour vocation de te faire grandir. Moi j'adore. Mon langage à moi, ouais j'en ai marre, j'arrête pas de me casser la gueule. Ils ont répondu, une épreuve n'a pas pour vocation de te faire tomber. Ils n'ont pas repris mes termes. Toujours la parole juste, le mot pertinent. C'est vraiment incroyable. Mais quand on est dans le cœur, il n'y a plus de défis dans la vie. Il n'y a que des réjouissances. Il n'y a que des cadeaux. Même ce qui nous paraît noir et sombre se transforme en positif. Alors l'ego, il a besoin d'être à la hauteur, il a besoin de sentir qu'il est le maître, qu'il est dans le contrôle, qu'il maîtrise la situation. Alors que le cœur, il n'a pas besoin, il se laisse guider. C'est comme si j'étais sur une barque, je suis le courant.
Et je découvre la vie, ce qu'elle veut bien m'apporter, les personnes qu'elle me fait rencontrer, les situations qu'elle met en place pour moi. Et je dois découvrir le rôle que je dois jouer dans ces situations. Et est-ce que dans ces situations, je joue le rôle du cœur ou le rôle de l'ego? Est-ce que je cherche à dominer? Et si je ne domine pas, est-ce que je m'énerve? Est-ce que je crie? Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je suis en souffrance? Ou est-ce que j'accepte simplement, avec générosité, le rôle que j'ai à jouer, sans en faire de trop? Je suis de plus en plus dans le cœur. Je ne dirai pas, je le suis en permanence, c'est faux. Ce matin, j'ai pas été juste avec ma femme. On était dans le stress, elle arrive, elle me prend une enveloppe, elle va pour me parler. Non, pas maintenant! Voilà, j'étais à fond dans des papiers d'avocat, il fallait pas que j'oublie d'imprimer des trucs, etc. J'avais tout dans ma tête, mais il manque un truc, zut, c'est quoi, attends, cherche. Elle arrive, pour l'enveloppe, blablabla. Non, pas maintenant. J'étais sec. Ça l'a vexée. Si elle a été vexée, c'est qu'elle était dans son ego. J'ai entendu un écho là. Voilà. Bon, sur le chemin du retour, pour venir ici, on en a parlé dans la voiture. Parce que je suis médium, elle ne peut rien me cacher. Donc, même dans la communication, elle peut me parler, tout va bien. Moi, je sens que, il y a un truc qui bloque au niveau énergétique, elle n'est pas cohérente entre ses énergies, sa communication. Donc, je lui dis, ça va pas Si, ça va. Par rapport à tout à l'heure, je ne veux pas en parler. J'ai marqué un point. Quand tu dis je ne veux pas en parler, c'est que j'ai raison. Ou alors, la plupart du temps, quand j'ai raison, c'est non. Là, j'ai marqué 2 points. Il y a 2 trucs, mais bon. Non, 13 ans qu'on est ensemble. Alors, en fait, avant de la rencontrer, j'avais fait une demande à l'univers. J'avais dit, faites-moi rencontrer mon idéal, pour laquelle je serai son idéal. Et oui, vos demandes sont incomplètes. Quand vous dites, faites que je rencontre la personne idéale, vous pensez qu'à vous, vous ne prenez pas l'autre en considération. Quand on est dans le cœur, on est dans l'équilibre et dans l'harmonie de soi et des autres. Alors vous allez rencontrer votre idéal. C'est votre idéal à vous. Mais si vous n'êtes pas son idéal, il va vous fuir. Et après, vous n'allez pas comprendre. Je vous ai demandé mon idéal, il ne veut pas, c'est quoi le problème? C'est pas mon idéal? Si, c'est votre idéal. Mais vous n'avez pas été respectueux de la personne. Donc moi, j'avais dit, faites-moi rencontrer mon idéal pour laquelle je serai son idéal. Quand je l'ai rencontré, quand j'ai vu ce que ça donnait, j'ai tourné les yeux vers le ciel, j'ai dit à mes guides, c'est ça mon idéal? Eh bien oui, c'est pas l'idéal que j'aurais choisi moi dans mon ego, avec mes critères à moi. C'est l'idéal qu'on m'a proposé pour m'aider à progresser, à m'élever. Elle est bélier, elle fonce. Je suis poisson, me laisse porter par le courant. Premier signe d'astrologie, dernier signe d'astrologie. Signe de feu, signe d'eau. Eh bien ça le fait. L'équilibre est très précaire, mais ça le fait, ça fait 13 ans. 13 ans qu'on se fait chier, que... Non. 13 ans, c'est une relation de couple dans la vie de tous les jours. Mais moi, en tant que poisson, je suis un grand rêveur, je suis un idéaliste, il faut que tout aille bien. Eh bien, il y a des fois, non, ça va pas bien. Elle n'est pas méchante. Mais comme elle veut aller vite, elle va droit au but, et elle est très maladroite. C'est pas de la méchanceté. Ça me fait travailler sur la notion de tolérance. C'est comme si je recevais 2 gifles. Une gifle que quelqu'un m'a donnée volontairement, et puis une gifle que je me prends parce que j'avais un moustique sur la joue. Ça, c'est véridique. On était dans la piscine, pouf, je me suis pris une droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais t'avais un moustique! Ah bah putain, mais il n'y a pas que le moustique qui est mort. J'ai plus de dents, là. Ma joue, elle est morte. Mes dents sont mortes. Mon estime, elle est morte. Il n'y a pas que le moustique, là. Ah bah voilà. Ça, c'est ma femme. Mais je l'adore. Mais moi, en fait, c'est très simple. Tout ce que l'on vit entre nous, qui peut être une problématique de couple, je finis toujours par le transformer en humour. C'est ça, dans le cœur. C'est pas garder dans des tiroirs des vieux dossiers, puis on balançait plein la gueule quand il y a de nouveau une embrouille. Non, moi, quand j'en rigole, ça veut dire, allez, c'est bon, maintenant on peut s'en amuser. On ne le prend plus au sérieux. Il n'y a plus lieu de... On tourne ça à la rigolade. Bon, sur le coup, mon estime, elle était morte aussi. C'est baffé par ma femme, c'est moi le mec. Enfin bon. Ça partait d'une bonne intention. Le pire, c'est qu'elle a raté le moustique.
Donc après, je craignais que le moustique se pose ailleurs. Enfin bon, non. Autre chose que j'avais demandé à mes guides, à cause de la relation passée, je leur avais dit, enfin quand je dis les guides, ça peut être l'univers, etc. J'avais dit, faites-moi rencontrer quelqu'un qui soit spontané et dans la vérité. Elle a envie de me dire oui, elle me dit oui. C'est non, elle me dit non. Elle veut me dire merde, elle me dit merde. Parce qu'avec mon ex, c'était toujours oui, 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 mais c'était blanc, elle disait blanc, mais dans les actes, c'était noir, c'était pas fait, c'était non, c'était oui, mais là, on pouvait pas, parce que... Alors pourquoi tu m'as dit oui? Moi, je supportais pas. Je fais confiance, et puis à la fin, je suis déçu. Donc j'avais dit à mes guides, maintenant, je veux quelqu'un d'intègre. Si elle a envie de me dire oui, c'est que c'est oui. Si, elle veut me dire, si ça doit être non, elle me dit non. Et si elle a envie de me dire merde, elle me dit merde. Ça, j'ai regretté de l'avoir demandé. Il faut faire très attention quand on demande des choses à l'univers. Surtout quand on est dans le cœur. Le cœur, il nous exauce. En même temps, quand on est dans le cœur et qu'on fait des demandes, si la demande est mal formulée, à partir du moment où on est dans le cœur, on est dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Donc, l'univers va faire des correctifs, des rectifications à votre demande pour vous apporter ce qu'il y a de plus favorable. Exemple. J'ai des soucis financiers. Bon, là, il faut m'aider. J'aurais besoin de gagner au moins 10 000 euros au loto. L'univers ne va pas me faire gagner 10 000 euros au loto. Par contre, il va me donner la possibilité de changer de travail, d'avoir une augmentation de salaire, et les 10 000 euros que je devais dépenser, je vais les avoir. Voilà. Il va faire des correctifs, mais le fond de votre demande sera respecté, pas la forme. Le fond, oui. À condition que, encore une fois, votre demande soit juste par rapport à vous et par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ça veut dire que, en fait, la demande que je fais, elle doit être à la fois agréable pour moi, bénéfique pour moi, mais pour mon entourage. À partir du moment où elle est bénéfique pour mon entourage, c'est respectueux. Ça respecte l'équilibre. Ensuite, dans la notion d'amour, d'être dans le cœur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant toute chose, cet amour, vous devez le consacrer à vous. Il y a plein de personnes qui passent leur temps à apporter, à faire don de soi aux autres et qui se mettent en retrait. Je passerai plus tard. Elles ne se sentent pas légitimes. Elles ressentent le besoin de mériter l'attention, la reconnaissance, l'affection de l'autre. Elles ont besoin de prouver. C'est pas ça dans l'amour. Si vous faites ça, vous manquez d'amour vis-à-vis de vous-même. Je l'ai fait pendant des années. Et pendant des années, j'ai donné. Les gens ont profité, abusé. Et quand à mon tour j'avais besoin, que je me sentais légitime, c'était non. Et quand je disais, oui, mais moi j'ai fait ça. Oui, mais moi je t'ai rien demandé. Ça, si vous saviez cette phrase, comment elle m'a fait mal. Je ne t'ai rien demandé. Mais c'était tellement vrai. Oui, on ne m'avait rien demandé. Je l'ai fait avec amour. Non, pas avec amour. Je l'ai fait parce que je ne me sentais pas légitime et que j'avais besoin de prouver à moi et à l'autre. Mais l'autre ne m'a rien demandé. Apprendre à se respecter, à s'écouter, à s'aimer. Vous êtes dans une situation, je passe un concours, j'ai échoué au concours. Vous allez être frustré, contrarié, triste. L'ego. Est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne? Non. Est-ce que ça fait de vous un incapable? Non. Vous avez simplement échoué à une épreuve, à un concours. Enseignement de la part de mes guides. Si de toute ta vie, tu ne t'es jamais trompé, alors tu n'as jamais rien appris. Il est super beau cet enseignement. Il légitimise nos erreurs. On a le droit de se tromper. Il est essentiel de se tromper. Quand vous faites quelque chose pour la toute première fois, vous ne pouvez pas y arriver à 100% du premier coup. Ce n'est pas possible. Vous ferez des erreurs. Mais vous apprendrez de vos erreurs. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Sauf qu'à l'école, on est jugé sur le résultat, sur des notes, pas sur votre travail, pas sur le temps que vous y avez consacré, pas sur les difficultés que vous avez rencontrées, mais simplement vous êtes noté et vous êtes jugé sur le résultat. Et dans notre vie de tous les jours, on fait quoi après? C'est rentrer dans la normalité. On se juge sur nos résultats, pas sur nos compétences, pas sur nos moyens, pas sur le temps qu'on y a consacré, pas sur l'énergie qu'on y a mis,
uniquement sur le résultat. Je fais une formation qui dure 3 ans. Au bout de 3 ans, j'échoue. J'ai fait tout ça pour rien. C'est pas parce que vous avez échoué que ça veut dire que vous n'avez aucune connaissance. Vous avez des connaissances. Pourquoi c'est un morceau de papier qui va vous légitimiser? Moi, j'ai pas de papier à la maison. J'ai pas de diplôme de médium. Ça n'existe pas. J'ai fait des études de gestion comptabilité. Lors de l'épreuve en BTS, étude de cas de 6 heures, coefficient 8, je suis en train de potasser mon étude comptable. Il y a une question numéro 2 qui traite sur un amortissement. Je fais mon tableau d'amortissement, amortissement linéaire d'un véhicule, etc. Et question numéro 3, pouvez-vous justifier dans le bilan et dans le compte de résultat le compte comptable suivant? Et le compte comptable suivant, c'était justement sur les amortissements. Il y avait un montant global. Le montant des amortissements, c'est le véhicule, les ordinateurs, les locaux. Enfin, bon. Donc je fais un tableau récapitulatif de tous les montants d'amortissement et le montant que je trouve est différent du montant qu'il me donne. Je dis, bah, non mais n'importe quoi. Ils se sont plantés. J'étais tellement sûr d'avoir tout fait correctement que ils s'étaient plantés dans le... Pour moi, j'étais persuadé que c'est eux qui s'étaient plantés dans les chiffres qu'ils me donnaient. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je reprends tous les documents que j'ai, et le seul document que j'avais moi créé, qui était l'amortissement linéaire, c'est un véhicule. Je me dis, ah, ils l'ont quand même pas fait en amortissement dégressif, ça se fait pas, enfin rarement sur les véhicules. Je fais un autre tableau, vite fait, je tombe sur un chiffre différent pour une année donnée, et quand j'additionne ce chiffre avec tous les autres chiffres, je tombe sur le même montant. Je prends mon Tipex, j'ai barbouillé 2 pages. Il a fallu que je recommence tout, du Tipex sur 2 pages. Recto verso. Je souffle, je suis en panique, hein. J'ai pas beaucoup de temps, je prends du retard. Je plante ma règle. Cette conne, elle se colle au Tipex, qui n'était pas sec. Je me dis, oh là là, j'enlève la règle, je déchire la feuille. Je souffle. Allez, c'est sec. Je trace mes colonnes, etc. Je prends mon stylo. Je vais pour écrire le stylo qui s'enfonce. Putain, mais là aussi, c'est pas sec. J'étais en stress. Et à ce moment-là, je reçois un message de mes guides, toujours zen, bienveillants, à leur habitude, et ils me disent, ça ne sert à rien, tu ne feras jamais le compta de ta vie. Seconde générale avec option compta. J'ai adoré la compta. Résultat, j'ai fait le choix de faire une première G. Donc, première, gestion. Terminale, gestion. Rupture sentimentale avec mon premier amour. Résultat, les études, je n'en avais plus rien à foutre. J'étais le meilleur élève de ma classe, mais plus rien à foutre. Donc, j'ai foiré le bac. J'ai redoublé, donc j'ai fait une deuxième terminale. Bon, là, j'avais repris du poids de la bête, donc j'ai eu mon bac avec mention. Première année de BTS, deuxième année de BTS. Donc j'ai fait 6 ans de compta. Au bout de 6 ans, dernière ligne droite, les guides qui vous disent « ça sert à rien, tu feras jamais de compta de ta vie. Excuse-moi, mais ta fonction c'est guide. Et toi tu mets guide quand je me suis trompé de chemin pour me dire tu t'es planté, c'est pas là. Tu pouvais pas le dire 6 ans auparavant. C'est quoi ton délire? Là, il y a des fois, je comprends pas. Hein. C'est ça qui nous guide. Mais j'ai compris après coup. Je l'ai compris parce que si 6 ans auparavant, il m'avait dit ça sert à rien, tu feras jamais de compta de ta vie. Je fais quoi? Je choisis quoi? Il n'y avait rien d'autre qui me passionnait. Grâce à la compta, j'étais complexé à l'époque. Je vous ai dit, j'avais perçu que j'étais différent des autres, avec la médiumnité, et que les autres ne captaient pas, et qu'on me regardait comme quelqu'un de bizarre. Donc j'avais honte de moi. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais handicapé mental, attardé mental. J'avais jamais entendu parler de médium, de connexion. Moi, j'étais mal fabriqué, j'étais pas comme les autres, et je cherchais à être comme les autres. Donc, à la fin,
je m'isolais, j'allais pas vers les autres pour pas qu'on me voie comme quelqu'un de bizarre. Mais grâce à la compta, j'ai excellé. Ça m'a donné de l'assurance. Je me suis affirmé. J'étais le meilleur élève de ma classe. Je jonglais avec les chiffres. C'était hyper facile pour moi. Les autres venaient me voir. Didier, j'ai pas compris ça. Tu peux m'expliquer? Oui, oui. En fait, c'est tout simple. Ce que le prof a voulu dire, je le réexpliquais avec ma façon à moi. Tout le monde comprenait. Voilà pourquoi il fallait que je fasse de la compta. Pas parce que j'allais avoir un diplôme au bout et que j'allais travailler en tant que comptable, mais ça m'a apporté de la confiance. Ça m'a montré que je pouvais être bon dans quelque chose. C'est ça le chemin du cœur. C'est ne pas viser une destination. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, ce n'est pas la finalité, c'est ce que vous êtes et ce que vous apportez, ce que vous apprenez sur le chemin. Quand on est dans le cœur, on est en accueil, en état d'accueil, on apprécie tout ce que la vie nous apporte, tout ce qu'elle nous fait découvrir. Si vous êtes dans l'ego, vous allez dire « je veux ça là-bas ». Et vous allez vous organiser, vous allez planifier pour obtenir ça. Mais si l'univers a prévu autre chose pour vous, par rapport au plan d'incarnation de votre âme, l'univers aura toujours le dernier mot. Hein. Et vous, si vous restez dans l'ego, vous serez toujours le dernier à souffrir. En ayant le sentiment que vous vous donnez les moyens, que vous faites tout ce qu'il faut pour obtenir, et que vous n'avez pas, et que ce n'est pas juste. Le tout premier enseignement que j'ai reçu de mes guides, ils m'ont dit, si la vie ne t'apporte pas ce que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, c'est parce que tu mérites mieux. Alors, j'ai beau avoir des enseignements, quand je veux quelque chose et que je suis dans mon ego, je le veux. Et quand je ne l'ai pas, je suis frustré. Mais après, quand la vie m'apporte quelque chose que je n'avais rien demandé, mais qui est encore mieux que ce que j'avais demandé, là je me dis, ah c'est pour ça, oh merci, 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 merci. Et puis là je ne suis plus dans l'ego. Et là je me sens bête d'avoir été dans l'ego, d'avoir fait mon caprice. Mais quand on relativise, là en fait, on est dans une société, on nous fout la pression, on n'a plus le temps de rien. On a le nez dans le guidon. Donc on n'a plus le temps de se remettre en question, on n'a plus le temps d'analyser la situation. On ne voit que la problématique, mais le sens de la problématique, on ne voit pas. Pendant le Covid, confinement, là, il y a eu plein de prises de conscience, plein de gens qui se sont dit, mais en fait, c'était quoi ma vie? Là, chez elle, tranquille, il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas le stress du chef qui nous prend la tête, etc. Tout à coup, on a retrouvé un espace de sérénité. Il y en a plein qui ont changé de vocation, de métier, qui ont fait autre chose, qui ont une prise de conscience. On a toujours le choix. Le problème, je vous ai dit tout à l'heure, dans les titres que m'ont donné mes guides pour la conférence, tu parleras du cœur et tu parleras de l'ego, de la raison, de la peur. Les trois fonctionnent ensemble. Ils sont indissociables. L'ego ne veut pas se tromper. Il a toujours besoin d'être à la hauteur. Donc, il va entrer dans le mental, réfléchir, organiser, planifier. Et comme il ne veut pas échouer, quand on ne veut pas quelque chose, la peur s'invite. Parce que le simple fait d'y penser, on le fait exister. On s'y projette. Il y a une émotion qui naît. Je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas choper le Covid. Vous pensez au Covid. La peur, elle arrive. Hein. Maintenant, si vous vous dites, si je dois choper le Covid, je le choperai. De toute façon, je fais confiance en l'univers. J'ai une destinée. Si je dois mourir de ça, je mourrai de ça. Si je dois mourir d'autre chose, je mourrai d'autre chose. Donc que j'ai le Covid ou pas, si je ne dois pas en mourir, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire que j'ai le Covid? Voilà. C'est ça être dans le cœur, dans l'acceptation. On a été dans une ambiance anxiogène qui a duré 3 ans. Ça a été un martelage à la télé, sans arrêt. C'est hyper anxiogène. Et tout le monde était maintenu dans la peur. Tout le monde, mais pas moi. Au début, si. Mais mes guides sont intervenus. Et ils m'ont posé des questions toutes bêtes. Est-ce que tu es malade? Non. En même temps, je fais ce qu'il faut. Hein. Je me lave les mains, je mets le masque, je suis prudent. Quelqu'un qui tousse, je m'en éloigne. Voilà, je fais ce qu'il faut. Est-ce que tes enfants sont malades? Non. Mais c'est vrai que les enfants, ils sont chez leur mère. Et moi, je les ai un week-end sur 2. Donc, ce qu'ils font chez leur mère, là, c'est vrai que je ne maîtrise pas trop. Mais bon, ils ne sont pas malades. Est-ce que ta femme est malade? Non, elle est comme moi. Fais attention. Est-ce que tes amis sont malades? Non. Est-ce que sur le plan relationnel, tu as déjà rencontré quelqu'un qui était atteint du Covid? Non. Ça, c'est la réalité. Arrête de regarder la télé. Après, j'ai arrêté d'être dans la peur.
façon, c'est un virus. Est-ce qu'il est si grave que ça? J'en sais rien. Ils le prétendent, mais j'en sais rien. Et puis, on verra bien. Ne me lavez plus les mains. J'ai pris aucune précaution. Est-ce que j'ai chopé le Covid? Je l'ai chopé. Comment? Un neveu sportif, pour ses compètes, il a été dans l'obligation de se faire vacciner. Il se fait vacciner, il chope le Covid, il a refilé à toute la famille. On a chopé le Covid à cause d'un vacciné. Et après, on apprend, mais longtemps après, que finalement le vaccin n'empêche pas de retransmettre ou de choper la maladie. Ah bon? Alors à quoi ça servait tout ce martelage médiatique pour nous forcer à prendre une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses? À quoi ça sert? Vous voyez? Il y a eu tout un martelage. En fait, ils étaient dans la totale ignorance. Alors, principe de précaution, il y a une solution, on la met en place. Ok, on va dire que c'est de la sagesse. Mais bon, si on ne sait pas, on ne fait pas. J'ai chopé le Covid. 2 fois. Mais est-ce que c'était grave? Non. Alors après, je ne fais pas de mon cas une généralité. Il y a des personnes qui sont décédées. Donc, je ne minimise pas. Mais dans ce que j'ai reçu, moi, de la part des guides, c'est un virus qui n'est pas plus dangereux que la grippe. Voilà ce que j'ai reçu comme information. Et à la télé, ils en faisaient tout un pataquès, c'était tout l'inverse. C'est soit vous êtes dans la peur, mais le problème de la peur, c'est que vous allez constamment penser à ce qui vous fait peur, ça va être hyper anxiogène. Et là, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans la souffrance, etc. Quand vous êtes dans le cœur, dans le cœur, c'est je suis dans la confiance. J'ai un système immunitaire, j'ai une destinée. Si ça doit arriver, de façon que je me vaccine ou pas, si quoi que je fasse, je ne pourrai pas y échapper. Quand vous arrivez à relativiser, il n'y a plus la peur. Tout est normal. Si je dois décider de me faire renverser en traversant la rue, que je sois atteint du Covid ou pas, c'est une voiture qui va m'emplafonner. Ce n'est pas le Covid. On a toujours le choix. Quand vous n'êtes pas heureux sur le plan professionnel, que vous avez ras-le-bol de cette ambiance de merde et que vous dites j'aimerais bien changer, je voudrais aller ailleurs, oui mais faire quoi? Voilà, oui mais faire quoi? Ça c'est l'ego qui a peur de perdre ses acquis. Mais quand on est dans le cœur et qu'on se respecte, qu'on est à son écoute, ça ne me plaît pas, ok, j'accepte que ça ne me plaise pas, j'accepte d'abandonner et après, je fais ce qu'il faut pour accéder à autre chose. Il ne faut pas être dans « je veux trouver quelque chose », sinon vous êtes dans l'ego, « je veux ». Simplement, je vais chercher et on verra bien. On part à l'aventure. Je trouve, tant mieux. Si je ne trouve pas, si je m'aperçois qu'en cherchant, c'est pas mieux ailleurs, c'est moins bien payé, c'est moins pratique au niveau de la distance géographique par rapport à mon logement, les horaires ne sont pas aussi bien aménagés, au moins ça m'aidera à relativiser puis à comprendre que ce que j'ai, c'est pas si mal que ça. Donc après, je peux décider d'y rester, parce qu'à comparer, je suis quand même mieux loti, même si ça ne me convient pas, mais au moins ça allège la problématique. Vous voyez un petit peu la différence de fonctionnement entre quand on est dans le cœur et quand on est dans l'ego? On a tous des rêves. Et quand on est dans le cœur, on aime faire plaisir, on est généreux, on est bien, on profite de l'instant présent. Quand vous êtes dans l'ego, on est dans l'avenir. La peur de la situation présente, la peur que le passé nous rattrape, la peur de l'avenir qui ne se réalise pas. Mais si vous êtes dans la peur, ça crée des tensions et vous allez attirer des situations de tension. Quand on est dans le cœur, là on a une problématique à la maison, on a une grosse fuite d'eau. Au lieu de consommer 6 mètres cubes par mois, on en consomme 30, 5 fois plus. La facture, elle va piquer. Ça traîne. Ma femme était en panique, ouais, ça traîne en longueur, il ne se bouge pas. Moi, j'étais zen, étonnamment zen, parce que ces derniers temps, c'est plutôt moi qui supportais plus rien. Voilà, j'étais zen. On m'a appelé il y a 2 jours, j'aurai pas de technicien à vous envoyer avant le 10 décembre. Ah, il faut attendre encore 3 semaines. Bon, ok, on attend 3 semaines. Moi, en étant dans le cœur, la solution est toute simple. J'ai coupé l'arrivée d'eau au compteur. La maison, elle est à 100 mètres de la route. Donc à chaque fois, je dois faire 100 mètres aller
pour remettre l'eau. Tout le monde prend sa douche, on fait les réserves d'eau, et puis une fois que c'est terminé, je refais 100 mètres, je coupe l'eau, et je fais 100 mètres, je reviens. C'est une solution, elle est chiante, mais c'est provisoire. C'est que provisoire. Je suis zen. Mais c'est clair que si vous êtes dans l'ego et on paye des factures, on a droit à un service minimum, on a une assurance, ils sont censés nous dépanner dans tel temps, etc., et que vous regardez les clauses et qu'ils ont tant de temps d'intervention et pas plus, et qu'ils ne respectent pas, oui, vous allez vous positionner en victime. Vous serez frustré, vous serez contrarié, vous aurez le sentiment qu'on ne vous considère pas à votre juste valeur. C'est quoi votre valeur? J'ai pas de valeur, je vaux rien. Je ne vaux absolument rien parce que je suis dans le cœur. Je suis dans l'unité. Je n'ai pas à me considérer avec une valeur, à comparer ma valeur à celle des autres. Et je vais finir ma conférence avec une petite histoire. En Inde, vous avez un moine mendiant sur un chemin. Et derrière lui arrive un noble, un cavalier. Le cavalier dépasse le moine et de toute sa hauteur et avec dédain, il toise le moine. Et comme le cavalier, le noble, est supérieur dans la condition sociale, le moine doit s'incliner. Il lui doit du respect. Le moine, lui, marche. Le noble, sur son cheval, regarde du coin de l'œil le moine et il voit qu'il ne s'incline pas. Il arrête son cheval, il dit « Oh le moine, tu ne m'as pas vu ?» Le moine qui répond « Si, monseigneur, je t'ai vu. Mais tu ne t'es pas incliné ?»« Non, monseigneur. »« Mais tu dois t'incliner. »« Non, monseigneur, c'est à toi de t'incliner devant moi. »« Quoi ? Tu me provoques ?»« Non, monseigneur. » Il dit « Je suis supérieur à toi, tu dois t'incliner. » Et le moine qui répond « Non, monseigneur, je suis supérieur à toi. » Alors là, le moine, il descend de son cheval, il prend une corne, il attache le moine et il dit « Tu vas venir avec moi, on va aller voir le sultan, on va aller au palais. » Ils font 5 km, ils vont jusqu'au palais. Le noble demande audience au sultan, le sultan qui les reçoit, et le noble qui expose la situation en disant « Un mendiant m'a manqué de respect. En me manquant de respect, il manque de respect à notre tradition et à notre hiérarchie sociale. Il vous manque de respect également. » Alors le sultan est étonné, il fait venir le moine pour entendre sa version. Mon noble ici à ma gauche me dit que je veux avoir ta version. Et le moine qui répond « C'est vrai, mon sultan. » Ah, mais as-tu toute ta tête, le moine ? Oui, mon monseigneur. Bon, allez. Tu vas t'incliner, tu vas demander pardon, tu vas t'excuser auprès de mon noble, et l'affaire est close. Et le moine qui dit « Mais non, mon sultan, c'est à lui de s'incliner devant moi. » Là, le sultan commence à s'agacer, il lui dit « Écoute, il y a une hiérarchie, il y a des traditions, tu dois le respect de la tradition. Si tu lui manques de respect à cette tradition, qui a été instaurée par mes prédécesseurs, tu me manques également de respect à moi. Donc, je te demande de t'incliner devant le moine, et tu vas également t'incliner devant moi. Devant le noble, et tu vas également t'incliner devant moi. » Et le noble qui répond au sultan, « Mais mon sultan, c'est à toi de t'incliner devant moi. » Alors là, le sultan, il s'énerve. Il est plus calme du tout, il est plus zen. Il dit, c'est où tu t'inclines devant moi, ou je te fais décapiter ou écarteler. Tu t'inclines devant moi. Je suis supérieur à toi. Et le moine qui répond, mais non, mon sultan, je suis supérieur à toi. Et le sultan, il fait, non, toi, t'es rien. Tu es absolument rien. Si, monseigneur, je suis supérieur à toi. Le sultan dit, non, au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Oui, monseigneur, mais moi je suis au-dessus de Dieu. Non! Au-dessus de Dieu, il n'y a rien! Oui, mais monseigneur, rien, c'est moi, vous l'avez dit tout à l'heure. Pas de jugement de valeur. Soyez dans l'unité. Si vous êtes dans le cœur, faites les choses avec le cœur.
Ça vous donnera bonne conscience, vous aurez le sentiment d'être en accord et en paix avec votre âme. N'attendez rien en retour. Et si à un moment donné, donner devient trop douloureux pour vous, vous devez être à votre écoute et accepter de ne plus donner, sans être dans la colère. Il peut y avoir une forme de regret, ça aurait été mieux si, mais il n'y a pas, alors tant pis. Si vous fonctionnez comme ça, vous serez dans des émotions beaucoup moins pénibles, beaucoup moins lourdes, et vous allez commencer à focaliser votre regard sur les gens qui vont savoir apprécier ce que vous faites pour eux, sur la beauté de la vie, au lieu de regarder tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va nous alourdir et nous fait naître des émotions négatives. Quand on est dans le cœur, on s'émerveille de tout. Et on a accès à tout un tas d'informations, de miracles, de synchronicité. On va voir les synchronicités, on va voir les signes, on va voir des intuitions, on va faire des rêves prémonitoires, on va sentir la présence de nos défunts, de nos guides. C'est ça, être dans le cœur. Quand je vous dis être dans l'unité c'est le tout. C'est pas je suis tout seul, abandonné de tous. Non, non. Je suis unique, mais dans toute ma dimension d'unité, je vois tout ce qui se passe autour de moi. Merci de votre attention. C'est bon. Là, nous allons passer à la médiumnité.